Mesdames, Messieurs, je vous salue avec beaucoup de plaisir. Vous êtes sans doute des professionnels de toute la filière immobilière, mais peut-être aussi des représentants de la presse, des journalistes, des représentants des décideurs publics. Vous rejoignez ce débat du cercle des managers de l'immobilier. Je vous rappelle que nous nous sommes créés au cours du premier confinement. On avait une fréquence de débat hebdomadaire. Nous l'avons retrouvé puisque nous voici de nouveau en confinement. Donc depuis une semaine et désormais chaque semaine, nous débattrons de sujets de vive actualité pour la filière de l'immobilier. Nous le faisons avec des personnalités de premier plan, des grands experts, des spécialistes, des références pour les sujets que nous traitons. Nous le faisons pendant, allez, on va dire une heure et demie. Vous avez la possibilité, vous qui êtes participants, qui vous êtes inscrits, de poser des questions. Ça s'appelle un chat. Ce sont des questions que je reçois et qui me permettent de relayer vos préoccupations si nos débatteurs n'y ont pas répondu par anticipation. Alors, aujourd'hui, vous êtes plus de 600 à vous être inscrits à ce débat, pour preuve que nous ne sommes pas trompés sur l'intérêt de ce sujet. Nous allons parler de l'avenir à court et moyen terme, je le dis pour nos débatteurs, du marché de l'immobilier de bureau. Ce marché tertiaire, on avait souhaité, avec les organisateurs, les co-organisateurs à qui je vais donner la parole juste après mon propos, on avait souhaité le traiter avant même que la décision ne soit prise de ce deuxième confinement, je n'ose pas dire second. D'évidence, le reconfinement donne une plus grande acuité encore à cette préoccupation, inquiétude, je ne sais pas quel est le bon mot, que nous pouvons avoir sur ce que va devenir le marché de bureau. Alors, on va l'examiner avec nos débatteurs que je vais vous citer, vous présenter rapidement. Ils vont apparaître à l'écran sous divers angles. Bien sûr, sous l'angle du marché à proprement parler. Et il y a parmi vous des professionnels de ce secteur, France entière, qui seront passionnés sans doute par leurs propos, leur vision, mais sous l'angle de l'utilisation des utilisateurs, sous l'angle aussi de l'ergonomie, de l'aménagement, de l'approche sociologique des relations du travail. Bref, on va essayer de ne négliger aucun de ces points de vue dans le temps qui nous est imparti. Alors, je remercie ils vont donc apparaître ou pas, parce que l'un de nos invités n'en a pas la possibilité. On va entendre sa voix, on ne verra pas son visage. Ça me permet de faire de la publicité pour le site internet du Cercle des managers d'immobilier. Vous avez sur ce site, dès avant les réunions, le visage de chacun des débatteurs et aussi une biographie qui me permet d'être plus rapide sur leur présentation. Je remercie Jérôme Mercier. Il est le patron aujourd'hui de camping.com. C'est un serial entrepreneur, comme on dit. Il a été l'un des fondateurs de Quelcou, mais il a aussi créé, dirigé d'autres entreprises, singulièrement dans l'univers du digital. Et voilà, il va incarner les utilisateurs à lui seul. Il va nous donner son point de vue sur l'avenir des besoins des entreprises dans quelques minutes. Marie-Laure Leclerc de Souza, alors elle, on va la voir apparaître. Elle est l'une des dirigeantes de JLL, hein, voilà, l'un des leaders de l'immobilier d'entreprise en France et non seulement. On disait John Slang LaSalle à une époque, je crois que maintenant on se contente de dire les initiales. Et elle est aussi, donc elle a une vision panoramique des acteurs de ce marché, la présidente de FNAIM Entreprise. FNAIM Entreprise est allez, on va dire la commission qui rassemble l'ensemble des grands acteurs de l'immobilier d'entreprise. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Bonjour Marie-Laure. Henri. Bonjour Henri, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je salue aussi alors l'un de vos confrères, Marie-Laure, hein, éminent, vous connaissez, vous appréciez, c'est Nicolas Verdillon. Il est lui le patron de l'investissement immobilier de CBRE, une autre très grande enseigne de l'immobilier d'entreprise en France et ailleurs. Bonjour Nicolas.
Merci Henri, oui, je suis ravi d'être avec vous. C'est toujours intéressant d'échanger dans ces moments d'incertitude. Voilà, on va essayer de donner des repères, en effet, dans cet univers incertain. Je salue aussi, pour l'accueillir, Magali Bruand. Magali, elle est la directrice du département immobilier de Majorel. Quand je lui donnerai la parole, elle nous dira quel est le métier de Majorel, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi les participants aujourd'hui, mais je la remercie de sa participation. Bonjour Henri, bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Bonjour Magali, sans eux. Et pour terminer, il fallait un dernier, hein, voilà, dans l'ordre des numérations. Pascal Givon, qui, alors lui aussi, c'est un serial entrepreneur. On s'est connu dans une autre vie. Il était à la tête d'une SS2I, éditeur bien connu dans l'univers de l'immobilier. Et puis, aujourd'hui, il est resté dans cet univers-là, mais en faisant un choix stratégique. Il l'a fait bien avant cette période. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs, d'avoir son regard à ce moment particulier. Il est l'un des acteurs du coworking. Et il préside et il a fondé Now Coworking. Je salue Pascal Givon. Bonjour Henri, et ravi d'être avec vous. Bonjour Pascal. Voilà, je t'ai connu avec les cheveux plus courts et sans barbe, mais c'est bien de toi qu'il s'agit, je t'ai reconnu. Voilà, donc on a, vous voyez, on a des figures qui, à des titres différents, vont pouvoir nous donner un avis. Voilà, je passe la parole pour un mot de courtoisie, un petit peu plus à la présidente du Cercle des managers. On a cofondé ce lieu de débat, c'est Émilie Jousset. Elle est aussi la présidente de l'UNIS du Grand Paris. Mais vous voyez, j'ai cité tout à l'heure le mandat de Marie-Laure Leclerc de Souza. Elle a la responsabilité à la FNAIM, donc c'est un lieu écuménique, même si à son origine, il y avait des dirigeants de l'UNIS du Grand Paris. Émilie, à toi. Merci Henri, merci beaucoup. Merci à tous les participants qui ont accepté de débattre aujourd'hui avec nous dans ce cercle des managers de l'immobilier. Henri l'a rappelé. On l'a voulu généraliste sur toutes les professions de l'immobilier et œcuménique, UNIS, FNAIM, adhérents ou pas adhérents. Pour nous, c'était important, face à cette crise de la Covid-19, de vraiment prendre en main la réflexion et le débat sur toute la chaîne de tous les métiers de l'immobilier. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à faire une conférence sur la situation du tertiaire, que ce soit les administrateurs de biens ou voilà, GLL et CBRE qui nous font la joie de débattre avec nous ce soir. On a tous en fait des petites expériences particulières pour donner une orientation dans un sens ou dans l'autre du marché. Et du coup, on voulait les confronter ce soir de façon à éclairer nos adhérents qui se sont tous évidemment inscrits sur notre beau site web, qu'on met à jour régulièrement avec chacun d'entre vous. Le cercle des managers de l'immobilier continue et donc effectivement, on se reverra aussi la semaine prochaine, comme Henri l'a précisé. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot à la suite d'Émilie. Des deux co-présidents, c'est Benjamin Narboni et c'est François-Emmanuel Borel, qui sont même des administrateurs de biens, des professionnels de l'immobilier. Peut-être un mot sur le thème, le choix du thème, la justification. Encore une fois, on l'avait choisi hors crise, en quelque sorte, non pas hors crise sanitaire, mais hors reconfinement. Benjamin ou François-Emmanuel, l'un ou l'autre, à votre guise. Bon. Bonjour à tous. Oui, Henri, tu le rappelais, on avait choisi ce thème parce que on voyait les choses venir, on voyait le marché se tendre et pas uniquement en habitation, mais aussi au niveau du bureau. C'est pour ça qu'on a voulu cette conférence. On a voulu avoir des vrais intervenants tous les jours sur le marché pour qu'ils répondent aux questions que tout le monde se pose, savoir cette crise, est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle va durer longtemps ou pas, est-ce que les prises de décision sont difficiles des intervenants, qu'ils soient investisseurs ou qu'ils soient entrepreneurs, qu'on soit finalement bailleur ou locataire. Est-ce que ce marché qui était si stable par le passé va se tendre? Est-ce que les rentabilités vont forcément mécaniquement augmenter? Voilà toutes les questions qu'on se pose
et pour lesquels on avait besoin d'avoir des réponses. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu cette conférence. Merci beaucoup, François-Emmanuel. Un petit mot de courtoisie, un peu plus. Et on attend. Bonsoir à tous. Merci à tous bonsoir à tous. Merci à tous nos conférenciers à nous faire la confiance de leur présence ce soir. Comme d'habitude, le Cercle des managers de l'immobilier est là pour vous éclairer, pour vous permettre d'anticiper. Beaucoup de nos adhérents sont des chefs d'entreprise, ont même des locaux professionnels. Ils sont dans une certaine incertitude et souhaiteraient lever, non pas au cours d'une discussion de café, mais véritablement avec des gens qui ont une expertise professionnelle et certaine du sujet. Anticiper également, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, des mouvements sociologiques, parce que le Covid a été là un accélérateur du point de vue du droit du travail, de nos pratiques professionnelles. On a pu voir, moi j'ai anticipé quelques départs à la retraite, voire même des séparations de collaborateurs. Donc j'imagine bien que tout ça rebat un peu les cartes. Et sont-ils donc à cet affût-là, à cette anticipation de mouvements, on va dire, organisationnels, et quelles sont leurs opinions? Tout ça nous importe considérablement pour avoir une opinion objective sur le sujet. Je les en remercie par avance. Merci beaucoup. Alors, le lien est fait de manière naturelle avec un représentant de la demande en matière de locaux tertiaires. C'est un entrepreneur. Je l'ai dit, il a créé, piloté plusieurs entreprises, aujourd'hui à la tête de camping.com, qui est une entreprise du digital et qui est une entreprise de l'hébergement de plein air. Ça veut dire une entreprise qui, parce qu'elle est digitale, peut-être échappe à une partie des effets de la crise. L'envie de vivre, de travailler autrement, de télétravailler, il y a des évolutions qualitatives. Alors, quel est votre regard aujourd'hui? Quelle est tout simplement quelles sont vos décisions, celles que vous allez prendre, que vous avez peut-être déjà prises en tant que dirigeant de l'entreprise à la tête de laquelle vous êtes aujourd'hui? Voilà, un regard. Alors, vous avez la pression parce que vous êtes le seul entrepreneur utilisateur dans ce débat et vous devez avoir un propos peut-être panoramique si vous le pouvez, mais parlez-nous tout simplement de votre regard de gestionnaire et de stratège de l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien, Jérôme, très bien. Ok, très bien. Alors, écoutez, moi, je veux juste apporter mon témoignage, sans prétention. Vous avez parlé un peu de notre activité, je vais vous donner le contexte. Donc, c'est vrai qu'on est un acteur digital avec une plateforme de réservation pour l'hébergement de plein air. On a tendance à résumer notre activité en disant qu'on est le booking.com du plein air. C'est vrai qu'on est un spécialiste avec un moteur de réservation qui agrège près de 2500 campings en Europe, ce qui permet à nos utilisateurs de venir rechercher, de comparer, de réserver leurs vacances dans des campings au plein air. Donc, voilà notre activité. Donc, c'est à la fois digital, donc on peut se dire on s'en est bien sorti, et malgré tout, c'est du tourisme. Donc, du tourisme, ça a été une année extrêmement compliquée. On a été préservé par le plein air et par notre activité qui est très domestique. Donc on a moins souffert que des petits camarades qui géraient du flux France vers international. On avait une grosse partie de notre business qui était domestique, donc ça nous a véritablement aidé. On est une boîte de croissance, on faisait 50% de croissance avant le Covid, on était contents, ça avançait très bien. On a eu 8 semaines sans activité. On a eu un phénomène de rattrapage des réservations au niveau domestique après la fin du confinement, avec des pics à 70% d'activité. Tout ça sous la pression de la gestion du service client, avec la gestion des avoirs suite aux mesures gouvernementales qui ont permis de protéger la trésorerie et mettre des avoirs de rembourser des familles pour leurs vacances en basse saison, c'est-à-dire à Pâques. Donc une grosse année plutôt épuisante. Voilà. All in all, on a fini cette année avec un bon résultat, malgré tout. Donc même si on a fait une très bonne croissance avant le confinement et après le confinement, on n'a pas pu inventer des semaines
de non-hébergement à cause de ce confinement. Donc, on a fini avec un chiffre d'affaires en retrait de 10%. Mais on a réussi malgré tout à préserver notre résultat opérationnel. Donc, finalement, on a sauvé les meubles sur cette saison. Cette année a simplement mangé notre croissance. C'est toujours un problème pour une entreprise de croissance qui investit pour aller chercher des parts de marché et digitaliser son marché. Voilà. Donc, on ne va pas se plaindre. Malgré tout, on est évidemment porté par le digital. On a été sauvé par le plein air et par notre marché domestique. Et ça nous a mis dans une position qui nous a permis notamment de faire une augmentation de capital là, que j'ai annoncé il y a quelques semaines. On a réussi à lever 20 millions d'euros sur le marché, justement pour pouvoir continuer à accélérer dans un marché qui est un peu triste. Et on pense que c'est important d'accélérer quand tout le monde se pose des questions. Voilà, ça c'est un peu ma fibre d'entrepreneur. C'est le moment de faire la différence et d'aller chercher des parts de marché. Donc c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait véritablement. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est comment est-ce qu'on a vécu ce confinement d'un point de vue de l'organisation du travail. C'était évidemment très dur pour gérer ce qu'on ne savait pas, avec un calendrier du gouvernement qui évoluait régulièrement. Donc, on s'est retrouvé même à la fin du confinement en se demandant si les cantines allaient pouvoir ouvrir avec leur piscine. Ça a été une hérésie, parce que finalement, le virus ne se propage pas dans des piscines nettoyées par les chlores. Mais bon, ça posait beaucoup de problèmes opérationnels et donc un impact sur les équipes. On s'est rendu compte finalement assez vite qu'on a très bien bossé en télétravail. D'ailleurs, quand je regarde la performance des livrables de mon équipe IT, on a eu une très bonne performance, certainement sous la pression du marché, parce qu'on ne voulait pas rater cette saison. Mais on a eu une très bonne performance. Voilà. Alors, évidemment, on a utilisé tous les moyens mis à disposition par le gouvernement. On a mis en place du chômage partiel sur les équipes qui étaient parfaitement impactées par le confinement, notamment nos commerciaux de terrain qui travaillent avec les comités d'entreprise. Par contre, j'ai décidé dès le départ de garder l'ensemble de mon équipe IT, ce qui est le gros de ma masse salariale, au travail. Et on a eu une très très bonne performance malgré tout des livrables qui étaient très bons. Voilà, donc ça c'est bon, je vais avoir un petit peu de bruit parce que je suis dans un train. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, oui, c'est parfait, c'est parfait. Bon, okay. Alors là, ça va être peut-être un petit peu plus dur, hein. Mais ça va encore. Je continue. C'est du réel, voilà. On entend que vous êtes dans c'est du réel, voilà. On est entrepreneur et on voyage encore. Ouais. Voilà. C'est le retour des attestations, on dit Macron. Donc, on essaie de les utiliser. Ça va presque s'arrêter. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on a pris des très beaux bureaux dans le centre de Paris, près de République? C'est parce que, dans un premier temps, moi, quand j'ai repris l'entreprise il y a 3 ans, j'avais besoin de la transformer par les ressources humaines et les bureaux ont fait leur job véritablement. Ça a donné un endroit où les équipes pouvaient se retrouver. On a été capable de créer une vraie dynamique. Voilà. Donc, ça, je vais dire, c'était le monde d'avant, mais le monde d'avant a très bien fonctionné. Moi, dans la transformation d'entreprise, ça a effectivement très bien marché, avec une problématique spécifique sur le web digital, c'est qu'on essaye de faire attention à nos devs. C'est des profils qui sont durs à trouver, durs à garder. Donc, on essaie de leur donner un environnement sympa, parce que c'est important pour une population jeune et plutôt exigeante parce qu'ils le méritent. Mais donc, on a fait attention à ça et ça a effectivement bien fonctionné. Voilà. Donc, finalement, quelles sont mes réflexions autour de ce confinement et la suite des opérations, notamment au niveau de l'organisation du travail. Bon, alors il y a évidemment pour moi en tant que manager sur une boîte de croissance, on a des sujets de motivation. Il faut réinventer le management en télétravail. Alors on nous donne plein d'outils, mais ça donne pas du contenu.
Je pense qu'on a, en fait, dans ces boîtes tech, on a souvent des cérémonies, mais une grosse partie de l'entreprise dans des conférences ou dans des meetings, ce qu'on appelle des roll-ins, ils viennent présenter les livrables d'un produit, d'une plateforme, l'évolution d'un produit. Ça, c'est plus possible. Pendant le confinement, quand on avait des livrables sur la plateforme, on faisait ça en visio, bien évidemment. Et la première téléconférence, on l'avait faite en commençant la téléconférence en mettant une vidéo sur YouTube de David Guetta. Ces vidéos, c'est retransmissions de concerts virtuels pendant le confinement pour redonner un peu d'énergie, parce que tout le monde avait été dans une situation un peu compliquée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin de trouver des solutions aujourd'hui, mais là maintenant, pour pouvoir continuer, conserver le lien qui unit les équipes et pour le management, garder cette capacité à aller chercher un incrémental de performance de 10% qui fait toute la différence finalement sur des boîtes tech. On a besoin de partager la vision, d'engager et d'avoir des gens qui vont faire la différence véritablement parce qu'on a besoin de ça. C'est le métier même d'une entreprise qui vient disrupter un marché. Est-ce que ce n'est le cas que des entreprises du digital? On entend bien le propos. J'imagine que non. J'imagine que non, mais je vous donne juste mon témoignage. Moi, j'ai ce besoin-là, mais j'ai senti ce manque, en fait. C'est qu'on a commencé à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus voilà. Ouais. À un moment, on se disait, on devrait faire une soirée virtuelle et envoyer des plateaux repas à tout le monde. On se disait, mais qui est capable de faire ça? Enfin, c'est un job qui va le faire. Il nous manquait un peu d'outils, véritablement. Donc, on est un peu loin de votre sujet peut-être, mais en fait, on a un vrai sujet de management pour garder le lien. Et c'est vrai que, évidemment, il y a des aspects pratiques. On voit beaucoup des salariés qui ont eu du mal à revenir au bureau après la fin du premier confinement. Donc, il y a cette dimension-là où les gens se disent, finalement, pourquoi commuter? Finalement, je suis aussi efficace. Alors, ça marche sur une certaine population, sur des devs, honnêtement, si devs chez eux, donc ça ne me gêne pas. Si c'est que j'ai pris un très beau plateau dans Paris, si c'est pour avoir 0 dev, je suis finalement pas de me demander pourquoi. Mais c'est vrai qu'il y a une transformation de la relation de travail et que pour le management, on a aussi besoin de trouver des solutions pour faire ça. Donc, on va lancer des solutions d'engagement entre les équipes au travers des vidéoconférences, en faisant des coffee roulettes, en faisant des lunch with the CEO de façon virtuelle. On va essayer de travailler tout ça. Voilà, on est en train d'avancer, on est en train d'apprendre. Une question, tout ça est très très clair. On va sortir de cette crise sanitaire peut-être plus vite que prévu. On parle d'un vaccin, et puis c'est notre aspiration à tous que d'avoir ce souci, cette épée de Damoclès de côté. Demain, votre entreprise, elle est digitale, elle est en croissance. Elle a des besoins très identitaires. Vous avez parlé des locaux que vous avez pris dans Paris, dans un endroit très, très identifiable. Vous allez revenir à l'arrière ou vous allez continuer à dire les bureaux servent à quelque chose, les bureaux physiques, mais on compose avec le télétravail parce qu'on s'est aperçu, vous le disiez vous-même, que ça pouvait fonctionner, la performance est toujours au rendez-vous. Votre avenir d'utilisateur par rapport au bureau demain, imaginons qu'il n'y a plus la crainte sanitaire ou qu'en tout cas elle est largement estompée. Ok, alors en fait, je ne sais pas encore. En fait, on va voir comment ça marche. C'est vrai que le télétravail, ça marche bien pour les populations dev qui peuvent très bien travailler chez eux avec une tasse de café et leur chat sur les genoux. Pour des commerciaux, c'est autre chose. Donc voilà, c'est pas exactement. Il y a évidemment pas les mêmes réflexes en fonction des équipes. Moi, comment je regarde les bureaux? Pour moi, c'est toujours un sujet important parce que je pense que c'est là où on est capable de passer des valeurs et d'engager les équipes. Mais peut-être que je porte mon âge. En fait, je vois que les jeunes dans l'équipe, ils ont besoin. Ils demandent. Rappelez-nous votre âge. Rappelez-nous votre âge pour ceux qui n'ont pas regardé le site.
on demande pas ça à un jeune homme, mais à 47 ans. Voilà, on a des gens extrêmement brillants qui ont 32 ans. Pour eux, c'est important. Voilà. Et donc, en fait, on n'a pas. J'ai grandi moi dans l'ancien monde. Donc, il faut réussir à anticiper ça et essayer de se dire, tenir compte des besoins de l'équipe. Donc, moi, je pense que les bureaux dans le centre de Paris, ça restera ma cathédrale et c'est là où on va continuer à construire. Dans tous les cas, j'allais dire, je suis dans un bail 369, donc si vous connaissez quelque chose qui me permettrait d'en sortir, dites-le-moi. Mais d'une certaine manière, voilà, on est engagé là-dedans et on va essayer d'en tirer le maximum. Pendant comment je le regarde plutôt en me disant, finalement, je me disais que ces bureaux allaient être trop petits assez vite et que je n'allais pas faire 9 ans dedans, peut-être même pas 6. Je finis par me dire que ces bureaux vont être capables de porter ma croissance parce que si je réorganise ma façon de travailler, finalement, on ne va pas revenir avec des bureaux, avec un bureau par développeur, par exemple. On va faire des hotspots s'ils veulent rester bosser chez eux 2 jours, 3 jours par semaine. Ils viennent finalement au bureau 2 jours par semaine. Ils ont un hotspot et c'est largement suffisant. Donc moi, je pense qu'on est capable d'évoluer vers ça, mais j'ai pas toutes les réponses. Pour l'instant, j'ai plein d'autres sujets, notamment le début de ma saison prochaine, avec ce confinement, avec ces séquences de confinement qui peuvent être compliquées dans tous les cas. Donc voilà, je fais juste part de mon témoignage. J'ai pas trop réfléchi parce que dans tous les cas, dans un bail 369, on est un peu loqué, comme vous le savez, et on va essayer d'en tirer le maximum. Par contre, je me dis simplement que ça va apporter ma croissance et que je vais pas devoir déménager et que je suis très bien là où je suis. C'est déjà une façon de voir les choses. Et en fait, et je peux vous dire encore un point qui peut peut-être vous intéresser. Après, je crois que j'aurai été au bout de ce que je pouvais vous dire, malheureusement. C'est que moi, j'avais regardé, j'ai un peu bossé aux US, je suis très sensible aux offres de coworking. J'avais des petits bureaux à Seattle, des petits bureaux à New York, dans une marque que tout le monde connaît. J'étais pas prêt à prendre ça à Paris. Et je vais vous dire pourquoi. Et peut-être à tort, et peut-être encore une fois parce que je suis trop vieux. Moi, j'ai toujours pensé que j'avais besoin d'avoir mon chez moi parce que je ne voulais surtout pas qu'on vienne me piquer mes dettes. C'est une population qui est tellement dure à trouver. On a besoin de faire attention. Voilà. Donc moi, les portes ouvertes, ça me gênait un peu, même si j'aime bien les grands open space. Voilà. Donc voilà. Alors après, j'allais dire post-confinement, si on a des séquences de confinement, je pense que plus jamais de ma vie, je re-signerai un bail 369. Ça, peut-être. Maintenant, dans tous les cas, on va essayer de faire notre mieux, en se trouvant des consolations, en se disant que finalement, on a des outils qui nous permettent de donner le meilleur environnement de travail pour nos collaborateurs et continuer à apporter la croissance. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Un propos très, très riche. Je pense qu'on va beaucoup s'appuyer sur ce propos d'un patron. Alors, vous l'avez dit, marqué par votre âge, je ne sais pas, vous avez surtout dit des choses qui sont des vrais thèmes de débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une entreprise? Est-ce que c'est un destin collectif? Qu'est-ce qui fait l'identité d'une entreprise? Ça peut être les locaux, vous l'avez dit, mais besoin aussi, et singulièrement au cœur de cette crise qui enlève beaucoup de visibilité, même à une belle maison comme la vôtre, du digital, besoin aussi de flexibilité, de souplesse, intéressant quand vous dites je ne signerai plus jamais un bail 369. Bon, on va faire réagir nos professionnels. Voilà, donc, un propos très très riche, très aussi pour dire attention à la liquidité des collaborateurs, à la volatilité si on ne les a plus avec soi. Il y a vraiment beaucoup de choses dans votre propos. Grand merci, bon voyage. Vous êtes dans un train. On vous laisse rester avec nous le temps que vous voulez, mais voilà, je vais poursuivre le débat. Alors, Marie-Laure de Souza, on va vous voir, Marie-Laure. Ce sera mieux parce qu'on a été privé de voir Jérôme. Les questions qui nous viennent face à vous, elles sont très simples. Vous êtes une professionnelle reconnue sur ce marché, puis encore une fois, vous avez un rôle aussi syndical qui vous fait dialoguer avec beaucoup de vos confrères à longueur de temps. Quelle est la situation du marché aujourd'hui des bureaux, que ce soit des bureaux à la location, que ce soit des bureaux à la vente?
Parlons bien sûr de la région capitale, elle est toujours très observée, mais peut-être plus généralement du territoire. On sait qu'il y a eu des évolutions en matière de demande de logement. Est-ce qu'il y a eu des évolutions de localisation, mais aussi de nature de bureaux, si on parle de tertiaires et d'utilisateurs professionnels? Qu'est-ce qu'il en est de ce repli? Vous allez sûrement réagir aux propos de Jérôme. Plus jamais je ne me figerai sur un contrat 369. Comment va évoluer l'offre par rapport à ça? En volume aussi, on entend des entreprises qui disent entre le télétravail et puis mes difficultés économiques, si j'ai 100, je m'accommoderai de 50. Voilà. Quelle est votre photographie du marché actuel? Et puis, je l'ai dit, court et moyen terme, votre regard sur ce qui peut se passer. J'ai lu beaucoup de vos déclarations, elles sont prudentes, mais vous avez l'habitude de dire les choses de manière très, très engagée néanmoins. Voilà, quelle est votre visibilité aujourd'hui? De quoi pouvez-vous nous faire part? Alors, merci beaucoup, Henri. Beaucoup de thématiques dans vos questions. Oui, là. Donc, je vais essayer effectivement d'apporter des réponses claires et pragmatiques en reprenant beaucoup des éléments qui ont été cités par Jérôme et qui sont passionnants et qui aujourd'hui font état d'un grand nombre de discussions que nous avons avec les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur géographie, mais pas forcément leur secteur d'activité. Et c'est là où on va d'ailleurs trouver un petit détail. Alors, en ce moment, on a beaucoup de mal à donner des perspectives. Donc, on essaie de se baser sur des choses très pragmatiques comme les chiffres pour commencer. Donc, vous me demandez quel est l'état du marché de bureaux en Île-de-France. Nous avons un GIE en fait qui reprend l'ensemble données statistiques du marché et qui nous permet d'avoir déjà des données communes. Donc, avec Nicolas, on va vous apporter les mêmes informations, les mêmes thématiques. C'est une organisation de marché qui nous permet déjà d'apporter de la transparence autant aux investisseurs qu'aux entreprises et de parler de la même chose. Donc, de quoi parle-t-on? On parle depuis… On voudrait la même chose pour le logement, c'est une parenthèse, ça m'a fait plaisir. Je laisse l'UNIS éventuellement et Jean-Marc se réunir sur le sujet, voilà. Mais c'est un vrai travail. Ouais. Donc, pour donner à l'ensemble des personnes présentes dans cette conférence quelques éléments chiffrés, la demande placée, donc le nombre de mètres carrés qui sont pris à bail par an par les entreprises en région Île-de-France, est assez stable depuis une dizaine d'années et nous sommes tous habitués à avoir une demande placée supérieure à 2 millions de mètres carrés par an, 2 millions 2, 2 millions 3, 2 millions 5, mais on peut imaginer, donner comme déjà premier agrégat que cette demande placée autour de 2,2 millions de mètres carrés est notre moyenne décennale. Premier constat. Sur ce constat, petite modification sur les 3 dernières années et qui vont avoir aussi des impacts, et là je pense que Pascal sera le meilleur pour en parler, c'est que les acteurs du monde du flex office, du service office, du coworking de façon large, du pro-working et de l'ensemble de cette nouvelle méthode de consommer des bureaux, Jérôme en parlait, plus flexible, avec une facture unique, avec une agilité complètement différente, a apporté aussi déjà un premier élément différenciant dans notre marché, et c'est 500 000 mètres carrés qui ont été pris à bail par ces acteurs depuis 3 ans vont avoir un impact aussi sur notre demande placée pour les prochaines années. On ne va pas comptabiliser plusieurs fois les transactions dans ces immeubles. Donc déjà, nos 2,2, 2,3 millions de mètres carrés qui étaient pour nous un postulat de base vont déjà être un petit peu modifiés. Pour vous donner un élément, au 10 novembre, nous avons transacté l'ensemble du marché, 985 000 mètres carrés de bureaux, donc 913 000 à fin octobre, et je vous rajoute, fin septembre, pardon, et je vous rajouterai le petit scoop de la journée, c'est 72 000 mètres carrés qui ont été pris à bail au mois d'octobre. Ce n'est rien. Donc, on est sur une chute de plus de 50% du nombre de mètres carrés placés. Donc, première réponse à votre question. Oui, le marché connaît un repli. J'aime beaucoup le terme. On n'est pas tout à fait sur ces termes-là en ce moment, mais plutôt sur justement une chute drastique de la demande placée qui a ses explications, et je vais essayer de vous les donner. Mais c'est le premier constat. Jusqu'à présent, avec mes éminents confrères, nous parlions d'une demande placée fin 2020 qui devait tangenter les 1,3 million de mètres carrés. On est plutôt en train de se dire qu'à 1,1, 1,2 million de mètres carrés, on sera au maximum. Donc, c'est le premier élément que je peux vous donner. Oui, repli massif de la prise à bail de locaux. Et dans l'ensemble de ces prises à bail, il faut quand même citer une giga transaction qui est celle de Total, qui a pris à bail 126 000 mètres carrés sur le marché de la Défense.
Donc, on la constate et elle est là. Et tous les 2 ans, à peu près, on a une gigatransaction. Donc, hors de question de l'enlever. Mais effectivement, le marché du marché sur un utilisateur. Sur une transaction, exactement, sur un très gros utilisateur et à la défense. Et en préambule de notre conférence, on a un tout petit peu discuté. Nicolas a donné quelques éléments qu'il va développer, mais qui sont très intéressants. Qu'est-ce qu'on constate vraiment aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions en une seule réponse? C'est une accélération des tendances que nous rencontrons depuis plusieurs années quand on parle justement du coworking, du télétravail, du flex office, des nouvelles façons de fonctionner. Je pense que Magali rebondira sur la façon dont on vit maintenant nos bureaux et on va chercher une expérience. Donc tout ça s'est accéléré pendant le confinement et on se pose des questions aujourd'hui qu'on se posait à demi-mot auparavant, mais qui aujourd'hui sont prégnants. Pourquoi vient-on au bureau? Qu'est-ce qu'on va chercher au bureau? Quelle est l'expérience qu'on y attend? Donc, Jérôme Mercier y a un petit peu répondu. Mais effectivement, le premier élément des entreprises telles que la sienne, c'était l'attraction, la rétention des talents. C'est toujours aujourd'hui le cas, puisqu'on a quand même une tension sur un certain nombre de cadres qui est tel que le bureau est un facteur d'attraction pour justement ses futurs collaborateurs et de rétention pour ses collaborateurs actuels. On a aussi dans ce bureau la création d'une énergie, d'une synergie, d'une communication qui crée de la plus-value pour l'entreprise. Et on se rend tous compte que l'énergie en fait, qu'on va chercher par la discussion informelle à la machine à café avec son collègue, c'est ce qu'on va chercher au bureau. Donc, le bureau n'est pas mort si déjà je peux vous apporter ce premier élément aujourd'hui. Bien au contraire, il est en train de se réinventer et pas tous les sujets là-dessus que Magali, je pense, développera, mais c'est vraiment une réinvention complète de l'espace de travail, de ce qu'on va y chercher et pourquoi on va le chercher. Le maintien des salariés sur un site hors du télétravail est important. Je peux vous donner un élément par rapport à cela. On se dit donc, est-ce qu'on va avoir une chute drastique du nombre de mètres carrés placés en Île-de-France et dans les grandes métropoles régionales, ce qu'on constate encore cette année à peu près dans les mêmes proportions à Lille, à Bordeaux ou à Lyon. Donc, ce que je vous ai donné à peu près comme chute du marché, on le constate partout de façon à peu près évidente. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que cette chute du marché aujourd'hui ne correspond pas à un désamour du bureau, mais à une incertitude telle dans les prochains mois, dans les prochaines années, que les entreprises ne prennent pas de décision. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas en prendre, c'est qu'elles n'ont aucune idée de ce que cela va donner. Incertitude, pardon, je vous interromps à ce stade-là. Incertitude économique, ça, je n'ai pas besoin de vous le faire préciser. Mais incertitude aussi sur le taux de télétravail. Est-ce que les entreprises, vous en rencontrez à longueur de journée, sont au clair, les petites, les grandes, sur la fraction de leurs collaborateurs qu'elles vont placer en télétravail, sur le nombre de jours, etc. Ou est-ce qu'on est encore sur des laboratoires là-dessus ? On est complètement sur des laboratoires parce que nous avons bricolé à la maison, on a travaillé à la maison, on n'a pas télétravaillé. Du télétravail, voilà, ça s'organise. Jérôme Mercier parlait tout à l'heure de management et d'organisation de l'entreprise, c'est crucial. Et aujourd'hui, du télétravail s'organise de façon beaucoup plus profonde que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ça implique aussi, on parlait justement des mutations du droit du travail et du code du travail, ça de l'espace personnel de chacun des collaborateurs, puisque je vous rappelle que le chef d'établissement est tout aussi responsable des conditions de travail de son collaborateur dans un bureau physique qu'il lui a attribué, mais aussi chez lui. Donc, on commence à avoir les premiers éléments sur des accidents du travail à domicile, la responsabilité du chef d'établissement qui pose un vrai problème. Maintenant, quant au nombre de jours de télétravail, ce qui est certain, on parlait tout à l'heure des hotspots, c'est que les jeunes générations, et donc celles qu'on a envie d'attirer et de retenir, ont envie justement d'imaginer ce télétravail. Donc, nous travaillons actuellement avec un laboratoire de sciences cognitives qui essaye de nous aider par rapport à cela. Est-ce que je peux vous donner comme premier cadrage, même si personne n'est vraiment aujourd'hui sûr de la réponse, parce que ça dépend de son secteur d'activité, et au sein du secteur d'activité, cela est complètement différent entre une fonction support comptable individuelle et un travail qu'on doit faire de façon collective ou un poste de directeur commercial dans une entreprise en télétravail, ça n'a pas de sens. Donc, toutes les fonctions au sein d'une entreprise ne sont pas télétravaillables, non pas du tout par flicage. On oublie ce côté-là. Aujourd'hui, c'est même plus dans la tête des salariés et des chefs d'entreprise. C'est pas le sujet. C'est qu'est-ce qu'on va chercher dans un bureau, pourquoi on a besoin de l'autre. Et donc, pour répondre sur la jauge, aujourd'hui, on est à peu près tous sur un consensus d'une journée de télétravail qui peut s'imaginer dans l'ensemble des entreprises. Vous allez redonner les 15% du temps que vous accordez au transport
transport entre votre domicile et votre lieu de travail, vous allez le redonner à l'entreprise. Donc, un certain gain de productivité. Une journée de télétravail, ça s'entend. Dans une entreprise, ça peut se mettre en place aussi avec des jours différenciés. Mais je vous avouerai que tout le monde a plutôt envie de télétravailler le lundi, le mercredi et le vendredi. On va avoir un petit problème de pic les mardis et jeudis dans les entreprises. Donc, ça doit s'organiser au sein du bureau physique. Effectivement, on ne met plus sa petite plante et sa photo des enfants, ou alors il faut la changer régulièrement, mais il faut justement que le bureau s'adapte à cette flexibilité qui est nécessaire pour que le télétravail fonctionne. Donc aujourd'hui, le télétravail ne va plus fonctionner en bureau individuel, mais plutôt en espace collaboratif, en espace de synergie. On a installé des capteurs chez JLL depuis le mois de février, et ce que je peux vous dire, c'est que même si 80% de nos collaborateurs, entre les deux confinements, sont venus au bureau, on n'a jamais constaté plus de 35% d'occupation des postes individuels. Jamais. Par contre, on est à 130% des espaces fermés. Donc, des bureaux d'une personne, de 2, de 3, de 4, de 20, avec les mesures sanitaires évidemment qui vont de pair, donc on a tout diminué par 2. Mais aujourd'hui, les gens ont envie d'être ensemble. Être en Teams comme je le suis ou en Zoom aujourd'hui avec vous, je ne peux pas le faire sur un open space parce que si tout le monde s'y met, c'est inaudible. Donc, on va plutôt s'isoler ou alors on va travailler avec des gens parce qu'on est content de les voir. Donc, une journée, tout le monde s'accorde sur le fait qu'on peut l'imaginer. 2 journées, ça implique un certain investissement de la part du chef d'établissement auprès de son collaborateur pour qu'il ait une table, qu'il ait une chaise ergonomique, un PC qui fonctionne sans problème, une connexion Internet dont il va payer une partie de la facture de téléphone, etc., etc. Le gain n'est plus tout à fait le même pour l'entreprise et pour le collaborateur qui, en plus, doit bloquer un bout de son logement pour y travailler. Donc là, après, il y a tous les risques psychosociaux qui aussi rentrent en ligne de compte et ce n'est pas évident. Le 3e jour, on constate qu'on est dans sa monotâche. On fait ce dont on a besoin, ce qu'on nous demande de faire, et puis les autres, finalement, on verra demain. Si je les croise la semaine prochaine, j'y penserai peut-être. Donc, on commence à avoir une perte de synergie. On se rend compte qu'au bout du 4e jour, je vous le fais très rapide, mais c'est à peu près ce qu'on est en train de constater. Le 4e jour, on a déjà un petit peu moins envie de travailler pour les autres, mais le 4e jour, on perd en innovation. On perd en envie de changer les choses dans un futur qui est différent. Et au bout du 5e jour, ce qu'on commence à constater, quand les entreprises l'ont vraiment mis en place, pas du confinement, mais vraiment du télétravail organisé, c'est que finalement, bosser pour la société X ou la société Y, qu'est-ce que ça m'apporte de différent? J'ai plus le contexte, l'ADN, l'envie. Bon, finalement, si je suis appelée demain par un chasseur de tête dans ce monde un petit peu incertain, je l'écouterai beaucoup plus que d'habitude. C'est ce que disait Jérôme. Il y a un vrai risque de perte de lien. Totalement. Et vraiment du pourquoi on travaille pour une entreprise, pourquoi on l'a choisie, qu'est-ce qu'elle nous apporte dans son équilibre autant professionnel que personnel. Donc voilà aujourd'hui sur les premiers éléments du télétravail. Écoutez, c'est très précieux. Alors, des questions sont posées. Il y en a une qui me serait venue naturellement. Évolution des valeurs. Ce n'est pas un sujet facile non plus, mais je pense qu'il est déjà tangible. Oui. On entendait Jérôme tout à l'heure, il n'a pas parlé de renégociation, mais il y a avec nous des administrateurs de biens. Benjamin pourra en dire un mot. Il est aussi un acteur de ce marché. Nicolas, bien sûr. Les entreprises, parce qu'elles ont une passe très difficile économique, parce que c'est le 2e poste, encore une fois, de charge de l'entreprise. Aujourd'hui, dans ce marché, elles sont tentées, j'imagine, de renégocier. Que deviennent les valeurs dans les grandes villes? Et puis, un petit mot aussi d'ailleurs sur les villes moyennes. J'évoquais tout à l'heure ce marché-là. Pour le logement, on entend que tout le monde veut aller vivre dans ces villes moyennes et quitter les grandes villes. Qu'est-ce qu'il en est des entreprises? Alors, concernant les valeurs, c'est compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons transacté que 985 000 mètres carrés. Oui. Donc, je ne peux vous parler que des valeurs aujourd'hui transactées. Je peux vous parler de celles qui sont aujourd'hui des offres qui sont sur le marché. Et ce qui va être très, très compliqué à expliquer, mais je pense que Nicolas va vous dire la même chose, c'est qu'on va avoir des marchés qui, sur le papier, ne vont pas être la réalité de ce qui est perçu par les entreprises. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est que la valeur prime dans Paris continue au mois de novembre 2020 à augmenter. Donc aujourd'hui, on est sur une valeur prime calculée à plus de 900 € du mètre. Donc les valeurs continuent à progresser parce qu'il y a très peu de transactions. Et le peu de transactions qui arrivent, c'est un petit peu ce que Jérôme Mercier disait. J'ai voulu chercher qu'est-ce qu'il a dit? Un très beau bureau. Et donc les entreprises en ce moment qui vont bien sont celles qui veulent justement attirer, retenir des talents, aller chercher des actionnaires et aller chercher justement des fonds et des capitaux et des levées de fonds. Donc elles vont plutôt dans les très beaux quartiers prendre des très beaux immeubles. Donc c'est compliqué statistiquement d'expliquer que dans Paris intramuros, les valeurs continuent de progresser.
Maintenant, l'offre immobilière, c'est de l'offre et de la demande. Et ce que je peux vous donner aussi comme élément que je n'avais pas donné tout à l'heure, c'est que nous étions à un taux de vacances de 6,2% sur le marché il y a quelques mois. Nous étions à 5,9% l'année dernière. Donc, on a l'offre qui continue à augmenter. Donc, mécaniquement, ça ne va pas continuer comme ça. Donc, les valeurs dans Paris aujourd'hui, à mon sens, vont se stabiliser. On va avoir plus d'offres et en fait, ça ne va pas se faire sur la valeur faciale, mais sur la valeur d'accompagnement, donc sur les mesures d'accompagnement qui vont être accordées. Deuxième élément qui va être très compliqué à expliquer, c'est que la demande placée sur la Défense est la plus forte depuis 5 ans. Tandis qu'on sait très bien que 400 000 m² de bureaux neufs à la Défense arrivent en livraison dans les prochaines semaines. Donc voilà, on va avoir un moment de l'histoire assez difficile à expliquer et il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Et c'est d'autant plus pour ça que les agents et l'ensemble des conseils de la place et l'ensemble des acteurs de cet écosystème doivent justement faire de la pédagogie en permanence pour expliquer que ce qu'on va voir, ce qu'on montre, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Donc, je vous parle des valeurs dans Paris intramuros. Sur la première couronne, ce n'est pas le même sujet. Le taux de vacances étant beaucoup plus important, on a des valeurs aujourd'hui qui sont requalifiées, des mesures d'accompagnement beaucoup plus importantes et on constate aujourd'hui une augmentation massive des mesures d'accompagnement avec des valeurs qui se stabilisent encore. Quelques immeubles de la Défense ont connu une baisse de valeur significative, pas partout encore, mais la Défense, on met les spots dessus, ce n'est pas forcément le cas partout. Je m'inquiète plus pour la première couronne nord et Péri-Défense, où là, on va avoir aussi beaucoup d'offres de grande taille, neuves, qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc là, on va sans doute avoir une baisse de la valeur. Maintenant, on a aussi certains investisseurs qui sont dans une course à l'échalote. Plus vous baissez vos valeurs, plus vous allez avoir des gens qui vont venir sur votre immeuble. Et là, il ne faut pas trop jouer à cela non plus parce que sinon, ça va être beaucoup plus compliqué pour la suite. Donc, baisse des valeurs en première couronne, un peu moins sur Paris tout de suite. Et effectivement, on va peut-être avoir des opportunités d'entreprises qui n'ont jamais pu se payer l'Ouest parisien qui vont pouvoir se rapprocher de Paris. La vraie question des entreprises maintenant va être report ou centralité. Et au sein de ce report et de centralité, flexibilité sur la durée des baux, envie justement de se rapprocher d'un monde lié au service d'office, au coworking, puisque les entreprises vont avoir besoin justement de support pour pouvoir s'adapter à ce télétravail. Je vous parlais des pics du mardi et du jeudi. Je pense que nos amis acteurs du coworking vont pouvoir aussi aider à avoir une jauge différente et à pouvoir pallier à ces surconsommations à certains moments et pas à d'autres. Et on va arriver sur un marché de bureaux, à mon sens, d'ici 2 ans, assez équilibré, où une entreprise pourra avoir un bail commercial classique, mais pourra s'appuyer sur un maillage très différent, beaucoup plus flexible, dans les villes aussi de moyenne taille, pour justement pouvoir répondre à ses besoins du quotidien, de sa mobilité, et de pouvoir agir entre les différents bureaux. Donc, nos mondes ne s'affrontent pas, bien au contraire, ils se complètent, sachant qu'aujourd'hui, les entreprises ont comme mot d'ordre l'agilité, la flexibilité et l'adaptation aussi de leurs coûts à un moment de l'histoire qui est un peu compliqué pour toutes. Pas besoin d'évolution réglementaire du bail. C'est une question qui nous est posée aussi sans doute par certains de vos confrères. Et vous avez aussi des fonctions syndicales. Est-ce que vous proposeriez demain que cette flexibilité, on la transpose dans le droit qui forcément a créé un cadre qui peut paraître décalé aujourd'hui ? Alors, il y a toujours une discussion sur justement notre bail commercial de bureau qui se rapproche plutôt de retail que de l'utilisation des bureaux. Ça, on en est tout à fait d'accord. Maintenant, on peut ouvrir aussi la boîte de Pandore. Aujourd'hui, on a un écosystème, Nicolas va en parler aussi, oui. Un écosystème qui fonctionne avec de l'expertise des bâtiments, avec des investisseurs de ce bâtiment. Ça a une chaîne très importante. On a déjà pas mal réfléchi à mettre ce sujet sur la table. On est vite arrivé à la conséquence que ça pouvait avoir comme conséquence immédiate, une augmentation des valeurs. Plus on aura des baux courts, plus flexibles, plus le risque sera important, le risque se paye, les valeurs peuvent augmenter. Là, on risque d'être dans un cercle vicieux beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, ce sont des discussions en cours. Je pense que l'ensemble des offres qui sont proposées par les acteurs du monde flexible sont là pour justement compenser et répondre à la facture unique, à la flexibilité, à la possibilité de grandir ou de rétrécir ses surfaces en fonction de ses besoins, sachant que certains investisseurs aujourd'hui institutionnels commencent à le proposer dans leurs baux et faire des dérogations justement en proposant dans une même triennale d'avoir 20% de plus ou 20% de moins de surface si l'immeuble le permet ou dans le patrimoine du bailleur de plus en plus. Et ils sont en train de copier-coller les codes d'ailleurs du bureau flexible pour pouvoir s'adapter aux nouvelles demandes de l'entreprise.
Merci beaucoup, Marie-Laure. Le lien est fait naturellement avec Nicolas. Marie-Laure de Souza a dit beaucoup de choses, mais il en reste beaucoup à dire. Et puis, Nicolas, comme directeur de l'investissement, au service d'une autre grande marque du tertiaire, va avoir le regard de l'investisseur. Il y a plusieurs questions qui ont été évoquées dans le propos de Marie-Laure. On va en arriver à parler, bien sûr, d'attractivité des actifs aujourd'hui. Quelle est l'attractivité de ces bureaux, qu'ils soient dans nos grandes villes, Paris entre toutes, qu'ils soient dans des villes moyennes, l'évolution du rendement. On a parlé, Marie-Laure a accepté de se livrer au jeu de la prévision, mais on sent bien qu'il y a des valeurs qui vont être baissières, les rendements vont évoluer. Voilà. Quel est le regard aujourd'hui de ces investisseurs sur un actif qui a été chéri des investisseurs? On peut parler aussi des SCPI. Beaucoup d'entre elles se sont fondées sur cet actif-là, les foncières. Est-ce qu'il faut se préparer? Est-ce qu'elles se détournent ou est-ce qu'elles diversifient en tout cas leur patrimoine, peut-être vers le résidentiel d'ailleurs, qui aura été longtemps mal aimé? Peut-être parler également d'impayés. Alors c'est un grand sujet, le ministre de l'économie lui-même l'a évoqué. Une mesure existe aujourd'hui, elle a été décidée, elle va être inscrite dans la loi. C'est un crédit d'impôt de l'ordre d'un tiers d'un mois de loyer pour des bailleurs qui remettraient un mois de loyer avant la fin de l'année. Je l'ai rappelé rapidement. Bon, ça veut bien dire que ce risque d'impayé, il est là. Qu'en est-il aujourd'hui des paiements de loyer? Et on a beaucoup parlé, encore une fois, du commerce, marché que tu connais bien, Nicolas, mais pour les bureaux, on a été plus discret, comme si les entreprises, évidemment, n'auraient pas de problème pour payer leur loyer. Je pense qu'avec ce deuxième confinement, on évolue et il y a une plus grande lucidité. Voilà, donc à toi aussi, j'ai posé un lot important de questions, mais tu sauras y répondre de manière synthétique, Nicolas. Ok, j'ai compris le mot. J'essaie d'être synthétique. Mais on a le temps. Mais je vais essayer de résumer parce qu'il y a quand même énormément de sujets, même si Marie-Laure a déjà indirectement posé les jalons d'un certain nombre de réponses à tes questions, bien évidemment. Je voudrais juste dire, au même titre que Marie-Laure a résumé le marché locatif avec énormément de conviction, mais également d'humilité, une seule chose, c'est très compliqué en ce moment dans l'environnement. On voit bien que le mot, c'est manque de confiance et incertitude. Et c'est ce qui résume assez bien la direction vers laquelle le monde de l'immobilier d'investissement a pris ses marques sur la catégorie dite du bureau. Juste pour donner 2-3 chiffres, sans être trop exhaustif, parce que ce n'est pas toujours là qu'on puisse mettre tout en correspondance, mais à la fin du mois de septembre, au bout du 3e trimestre, le volume global d'investissement sur l'immobilier tertiaire, donc c'est-à-dire qui comprend le bureau, le commerce et puis la logistique, avait baissé globalement, on va dire, de l'ordre de 25%, ce qui est une chute, pour ne pas reprendre le mot tout à l'heure, un repli, mais quand on compare volume de locatif bureau parisien de 50%, c'est quand même beaucoup plus minime. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, c'est que bien évidemment, il y a eu une sorte d'inertie de l'année 2019 sur le premier trimestre, premier élément, mais surtout, vous avez un report qui s'est fait sur une classe d'actifs qui est bien évidemment la logistique. On a parlé tout à l'heure, tu as noté la partie e-commerce. On voit bien la consommation multicanale, on voit bien le e-commerce avec les conséquences que ça a sur la partie logistique, etc. Donc, un certain nombre d'investisseurs qui ont trouvé d'autres supports pour à la fois mutualiser leurs risques, mais également pour retrouver un peu de rendement. J'ai évoqué le mot rendement, on y reviendra tout à l'heure, mais donner un peu plus de rendement, de rentabilité sur certaines de leurs investissements. Et puis également, un marché qui était beaucoup plus mature, de qualité, avec des tailles critiques plus importantes. C'est un premier élément. Donc, même si on a eu moins 25% globalement sur l'immobilier tertiaire de baisse 3T 2020 par rapport au 3T 2019, il se trouve qu'en logistique, le marché est à peu près égal. C'est 2,8 milliards cette année par rapport à 2,9 milliards l'année dernière. On voit bien, donc il résiste très bien. Sur le retail, c'était évoqué, je vais être très rapide dessus, mais étonnamment, le retail a fait quasiment cette année, à fin septembre, le même volume d'investissement que l'année dernière, c'est-à-dire quasiment 3 milliards également. Même chose que la partie logistique. Je vais dire, souvent j'utilise cette expression, c'est un peu fort de café quand même.
C'est-à-dire que tout le monde décrit le retail, il n'y a plus de consommateurs, tout est fermé, et finalement, il y a autant d'investissements. Attention, il y a une double lecture simplement, une double focale, on va dire, qui est simplement parce qu'il y a eu pareil une inertie. Vous avez une eBay, c'est à la page aujourd'hui, mais qui avait ouvert son capital sur 5 centres commerciaux qui ont été pris par 3 institutionnels français pour à peu près 1,1 milliard, 1,2 milliard, plus un certain nombre d'autres transactions avec des monoprix, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose où il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il y a des gros volumes que le retail marche bien, on y verra tout à l'heure. Et puis le bureau, parce que c'est la question. Bon, le bureau, lui, dans sa globalité, il a baissé d'un peu plus de 30%, un tiers, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que sur un volume, l'année dernière, à la même époque, de l'ordre de 17 milliards, on était plutôt à 11 milliards à l'année, à la fin du mois de septembre. Ça veut dire quoi, ça veut dire, pour répondre à la question, il n'y a plus d'intérêt sur le bureau que non. Ce n'est pas ça la réponse. Bien évidemment, et Marie-Laure l'a dit, il y a toujours de l'intérêt, il y a toujours de l'appétence sur le bureau. Mais tout à l'heure, on parlait en introduction d'incertitude. Les entreprises, et ça a été dit par Marie-Laure, je ne vais pas répéter tout ce qu'elle a dit, mais un investisseur, un propriétaire, un bailleur, c'est quoi sa question aujourd'hui? C'est où sont les locataires? Où est ma demande locative? Où est la pression locative? Et puis Jérôme l'a dit tout à l'heure, et d'autres le diront, oui, mais quand on est utilisateur, quand on a son entreprise, qu'est-ce qu'on essaye de voir? C'est où va l'économie, où va le PIB, où va, hein, on ne le dit pas trop, ça m'amuse toujours d'entendre que le télétravail, c'est un des éléments, la flexibilité qui font que les entreprises ne savent pas trop comment elles vont s'organiser. Je provoque un peu, mais j'allais dire foutaise. Bien évidemment que c'est un élément, mais ce n'est pas l'élément premier de décision d'une entreprise en ce moment. Elle va l'intégrer. Tout à l'heure, on a bien dit, c'est effectivement du laboratoire. Donc, le gros problème, c'est où va l'économie? Et par rapport à cette économie, comment je m'organise par rapport à ma croissance et comment je m'organise par rapport à mon périmètre des collaborateurs. Et le périmètre des collaborateurs, c'est télétravail, mais c'est également éventuellement plans sociaux. Pour moi qui le dis, partout où vous ouvrez un canard, c'est entre 800 000 et 1 million de chômeurs en plus d'ici la fin de l'année. Ça a quoi comme conséquence? La pression locative, les nombres de locataires, etc. Eh bien, l'investisseur, quand lui, il achète, hein, eh bien, il se dit, quel va être mon loyer? Quelle va être, on va dire, la pression locative? Combien de temps je vais mettre pour louer mon immeuble si jamais tel locataire s'en va? Combien de temps je vais mettre pour louer mon immeuble qui est vide aujourd'hui, etc., etc. Et la conséquence de cela, elle est de nature. 2, 1, effectivement, qu'il y a une certaine, comment dire, holà qui s'est mis en place depuis 3-4 semaines. Quand je dis certaine holà, ça veut dire que les investisseurs se disent, ah, l'économie réelle est en train de rattraper l'économie financière immobilière. Pourquoi je dis cela? C'est parce que je ne veux pas dire qu'à la sortie du premier confinement, c'était même pas mal, mais on s'est aperçu que finalement, les volumes investis ont été réduits, ont été limités pour des questions purement physiques de confinement, et parce qu'un certain nombre d'investisseurs se sont, on va dire, interrogés sur le fait que les prix étaient peut-être un petit peu trop élevés, mais finalement, la fluidité du marché a assez bien repris sur les mois de fin mai, avril, juin et pour partie juillet, avec des repricing. Mais ces repricing, c'était plus des repricing par rapport à une projection qu'il y avait avant le confinement, hein, où là, tout le monde pensait que les arbres allaient monter jusqu'au ciel. Bon, si on a la question se posait, on a la réponse, c'est non. Bon, à ce titre, donc à ce moment-là, finalement, le marché a fait un certain nombre de repricing et puis il est reparti. Parce que vous avez toujours, et vous aurez encore demain, ce que j'appelle, moi, ce qui est appelé cette sorte de helicopter money. On pense à ça on arrose le marché, mais plutôt les consommateurs d'argent, ça ruisselle, etc. En fait, je vais juste donner un chiffre qui me revient d'il y a maintenant bientôt 6 mois. Le quantitative easing, la création monétaire des banques centrales, en 10 ans, entre 2010 et mars 2020, il avait été créé 9 000 milliards de dollars de quantitative easing, donc de sources monétaires à travers les banques centrales. Entre mi-mars et fin mai, il a été créé 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars, c'est la moitié de ce qu'on a fait en 10 ans. On voit bien cette masse d'argent qui est arrivée. On a eu un mur de dette il y a 10 ans, maintenant on parle d'un mur d'argent. La vague d'argent qui arrive sur le marché. Cet argent, il faut qu'il soit placé. Alors, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi le bureau a baissé de 30%, 40%? Mais il a baissé simplement parce que les investisseurs, non pas qu'ils soient rétifs sur l'immobilier de bureau, mais ils se disent, si j'achète aujourd'hui, quelle sera ma valeur demain? Parce que mon loyer, est-ce qu'il ne va pas baisser? Marie-Laure disait tout à l'heure que sur Paris Intramuros, c'est vrai, tout à fait raison, le prime, moi j'appellerais plutôt ça, l'extraordinaire continue d'augmenter. Par contre,
raisonnablement, hein, c'est 900 et plus. Mais par contre, tout ce que nous, on appelait l'Access Prime, c'est-à-dire tout ce qui était à 750, 800, 1150, lui, ça y est, il a commencé à baisser. C'est ça, c'est pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il a baissé entre 5, 6, 7, 8%. Hein. Donc ça, quand vous êtes propriétaire, quand vous souhaitez positionner votre argent, avec ce sentiment un peu de, on va dire, anxiogène, qui a redémarré au mois de septembre avec la pandémie saison 2, pour reprendre certaines appellations journalistiques, on voit bien que les investisseurs, depuis 3-4 semaines, ils sentaient bien qu'il allait se passer quelque chose. Et quand on voit Marie-Laure qui dit « Ah bah oui, on va se retrouver finalement à 1,1 million, 1,2 million maximum », ça veut dire on perd 1 million de mètres carrés, 1 million de mètres carrés sur Paris, région parisienne. Quand vous placez votre argent, bah vous vous dites jusqu'où je peux anticiper une baisse des loyers mathématiques. Jusqu'où je peux... Donc c'est pour ça qu'il y a eu un frein sur le bureau. Mais ce n'est pas du tout parce qu'il y a un désamour. Je ne vais pas revenir sur le télétravail, parce qu'Henri, tu connais ma position. Moi, je sais très bien le télétravail, etc. Mais avec mes cheveux blancs, je trouve que c'est quand même le collectif, comme on dit, le creuset culturel, l'appartenance et l'engagement fait que c'est toujours plus facile de manière physique, hein, avec des liens de sociabilité, on arrête des animaux sociaux, etc. Ceci étant dit, pour résumer, ce volume investissement bureau qui a baissé, il est évidemment limité pour une raison aussi qui est, dans un environnement anxiogène, l'ensemble des investisseurs, quand vous voulez positionner votre argent, vous avez tendance à être plutôt, comme disent les anglo-saxons, risque averse. C'est-à-dire que vous vous dites, je ne vais plus aller, comme le faisaient noter les CPI. Les CPI pouvaient se positionner il y a encore quelques mois à 10, 15, 20, voire 30 km depuis l'étoile, pour autant que les opérations étaient sécurisées d'un point de vue locatif. Aujourd'hui, c'est non. Pourquoi c'est non? Je ne veux pas dire que c'était des mauvais investissements à l'époque, mais c'est parce que la pression locative, on revient à des fondamentaux qui est, plus on est dans un secteur immobilier tertiaire établi, développé, reconnu comme tel, plus c'est sécurisant de mettre son argent. Et j'en veux pour preuve que où est-ce que les marchés, pour l'instant, parce que je vais venir sur le propos repricing, finalement n'a pas beaucoup a moins évolué qu'ailleurs, c'est tout ce qui est Paris intramuros. Vous avez des investisseurs qui disent, moi je veux sécuriser mon rendement, je ne vais plus sécuriser mon rendement en ce moment à la Défense, pour les raisons que Marie-Laure tout à l'heure a évoquées. 400 000 m² qui viennent, plus des loyers qui sont en train de baisser. On a moins de lisibilité. Par contre, c'est des opérations dans le cœur même du centre des affaires où on voit bien que les loyers sont plus ou moins stables et avec une pression locative qui, même si elle a diminué de moitié sur l'ensemble de Paris, est toujours là, est plutôt rassurant. Et puis tout ce qui est Grand Paris, bien évidemment. Comme je disais, des secteurs établis. Si jamais vous arrivez à vous projeter d'ici 2-3 ans en disant, tiens, je suis à des hubs de transport en plus, avec une certaine mutualisation des espaces de travail à venir potentiellement, vous vous dites, c'est bien d'être positionné là. Donc, ça veut dire que cet argent, il va dire un nouveau positionnement du risque, une nouvelle hiérarchie du risque, hein, qui étant beaucoup plus recentrée sur ce qui est reconnu comme tel. Donc, les bureaux, premièrement, toujours recherchés, mais il y a un stop pour bien comprendre où vont les loyers et où va la pression locative. Le deuxième élément que tu souhaites que nous débattions ce soir, c'est l'évolution des rendements. La conséquence de cela, c'est que tout ce qui est très sécurisé et tout ce qui est extrêmement bien identifié, il y a eu un repricing, mais qui était plutôt un repricing entre 0 et 5%. Ça, c'était à la fin du premier confinement. Là où il y a un fort repricing, c'était sur toutes les opérations qui étaient, on va dire, dites à valeur ajoutée, à gros risque, où il fallait restructurer, où il fallait prendre des risques locatifs, se projeter sur un loyer, se projeter sur un délai de commercialisation. Et là, on a eu des repricing, on va dire, pour des opérations bien situées, plus ou moins à 10-15%. Dès que l'opération était située dans des secteurs moins établis, là, on était plutôt, on allait même jusqu'à 30-35%. Quand je dis moins établi, ce n'est pas à 40 km au sud de Paris, ni à 40 km à l'est. Moins établi, c'est, on va dire, une première barrière autour de Paris, à l'intérieur de l'A86. Donc, pas si loin. Là, on a un repricing, plutôt, on va dire, un barrissante de 25%. Mais tout ceci, c'était par rapport, comment dire, à ce que je disais tout à l'heure, des projections avant Covid. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, sur tout ce qui est très sécurisé, dans Paris intramuros, on a un repricing une seconde fois, mais qui est toujours assez limité, qui est plutôt entre 20 et 25 points de base. C'est-à-dire que les opérations qui étaient vendues à entre 2,30 de rendement initial et 2,70 se font entre 2,50 et 3. Ça, c'est du vécu encore ces dernières semaines, la semaine dernière, alors qu'on rentrait en confinement, il y a 10 jours. Pardon. Bon. Toutes les opérations où il y a du risque
locatifs extrêmement identifiés, là, on va dire que le repricing est très fort en ce moment. Il est très fort en ce moment parce que, il n'y a plus de dette. C'est très difficile d'en avoir sur ces opérations. Et puis, pour le coup, on commence, et Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, par exemple, cette première couronne, on commence à sentir, on va dire, des rééquilibrages de loyers qui sont donc pris en place. Et là où, je ne vais pas dire qu'on trouve toute attente, mais on a le plus de difficultés à avancer, où il y a un risque de blocage du marché, c'est toutes ces opérations qui sont ce qu'on appelle, nous, le core plus, c'est-à-dire le ni sécurisé, ni être complètement risqué. Où il y a 6 mois, on voyait le verre à moitié plein, et maintenant, on voit le verre à moitié vide. Et là, on voit bien les investisseurs qui se disent, voilà, là, je lève le pied, j'attends, je regarde ce qui se passe, ou alors si j'avance, parce qu'on est toujours sous la pression d'investir. Hein. Vous avez tous vu ce matin les dernières déclarations faites par l'ASPIM et l'EIF, comme quoi il y a encore une bonne collecte, et on parle de 1 milliard encore. Bon, cet argent, il faut le placer. Les SCPI sont les investisseurs qui achètent en bureau en ce moment, hein, avec les compagnies d'assurance. Les SCPI ne vendent pas. Hein. Ce que vendent, ce qu'on vend actuellement, c'est plutôt les foncières qui veulent, on va dire, nettoyer un peu quelquefois leur portefeuille pour des opérations qui ne sont pas forcément stratégiques, et puis également pour remonter un petit peu et puis baisser les ratios d'endettement, et puis quelques compagnies d'assurance. Mais on a donc cet argent qui est toujours là, qui fait qu'il y a une projection, un positionnement, mais il n'est plus à n'importe quel risque. Hein. Maintenant, pour autant, on est prêt à payer cher, très cher, ce qui est très sécurisé, hein, et que le nominateur du loyer est l'élément qui fait varier en ce moment les prix, et que par contre, le taux, le rendement, lui, pour autant qu'on soit bien situé, ne va pas beaucoup bouger. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à tes questions sur la partie rendement. C'est très clair et très complet. Deux questions. Qu'est-ce qu'il en est des impayés aujourd'hui? Alors, j'en reviens à la mesure Le Maire. On me fait remarquer sur le chat, je l'ai dit, mais j'y insiste, la mesure a été décidée par le gouvernement. Elle n'est pas inscrite encore dans ce que sera la loi de finances au 31 décembre. Voilà, il y aura débat. Justement, puisqu'il y a débat, le regard du professionnel de l'investissement que tu es, tu as fait venir vers les bureaux des investisseurs. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui des impayés? Est-ce que cette mesure est un gadget, un amortisseur? Elle est plutôt bienvenue. Quelle est l'attitude des investisseurs? On en avait parlé pour le commercial il y a plusieurs semaines avec des figures de l'investissement. Est-ce qu'il y a des gratuités qui sont données, des remises? Est-ce qu'on repousse les échéances de baux? J'avais entendu ce propos aussi de Marie-Laure ailleurs, hein, devant Jean-Philippe Psy il y a quelques mois. Est-ce que vous proposez des solutions à vos investisseurs qui se retrouvent en difficulté par rapport à des preneurs? Quand tout à l'heure, je disais qu'on est dans un environnement risque averse. Quand vous êtes investisseur, vous n'allez pas intégrer dans votre business plan d'acquisition le fait que vous allez avoir, ou en tout cas très difficilement, ça n'a pas encore suffisamment maturé, le fait que votre locataire ne va pas pouvoir payer votre loyer. Parce que, alors ça ne se dit pas, ce n'est pas politiquement correct en ce moment, je sais bien qu'il y a une solidarité qui est nécessaire. Enfin, le bailleur, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas l'actionnaire du locataire, ce n'est pas l'actionnaire de l'utilisateur. Bon. Donc, à ce titre, l'investisseur, lui, il a de mal à se projeter parce que tout investisseur qu'il est, sauf si c'est un investisseur privé, en plus, ce n'est pas ton argent, c'est votre argent. Hein. Donc, si lui, il se met dans un état d'esprit de dire, tiens, je n'ai pas mon loyer, peut-être qu'on ne va pas me le payer, il ne va pas aller sur ce type de produit. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va se positionner sur des opérations ultra sécurisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des enseignes, des utilisateurs qu'on connaît qui sont assez solides. C'est-à-dire que autant il y avait encore quelques mois, on regardait la localisation, on regardait la longueur du bail. Maintenant, en plus, on regarde la qualité du locataire. Si jamais vous avez un locataire un peu, comme disent les Américains, un junk bond, et on voit bien d'ailleurs l'hélicoptère monnaie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finance un peu des zombies. Ça, tant qu'elle est là, ça fonctionne. Et donc, l'investisseur, lui, va éviter de s'exposer à ce type de problème. Ça, c'est la réponse un peu crue, qui n'est pas forcément très politiquement correcte, mais qui est la réalité économique. Après, il y a d'autres approches. L'autre approche qui est beaucoup plus constructive, qui est, tu disais, oui, on a vu des locataires qui avaient baissé leur niveau de loyer, enfin, en tout cas d'un commun accord, avec le contrat de bail, et qui avaient remis une mesure d'accompagnement de 2, 3, 4, 6 mois de loyer, entre guillemets, gratuit. Mais c'était en contrepartie d'un rallongement du bail. Donc, absolument. Deux choses là. La première, c'est que dans la valorisation de votre immeuble, puisque c'est ça dont on parle, vous en tant qu'investisseur, vous gagnez
de la longévité de votre revenu, même s'il est plus bas, mais vous en avez plus dans la longueur, et surtout dans la sécurité, dans la projection, et dans la rémunération de votre argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. Après, il peut y avoir des problèmes de trésorerie, ça dépend de la taille, comment un investisseur mutualise. Et puis, il y a un deuxième élément qui est là, qui je trouve est beaucoup plus intéressant et qui nous amène à nous projeter un peu plus loin, qui est de dire, tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, on a utilisé le mot flexibilité. Est-ce que, en plus de la data, j'ai entendu le mot également data, toute cette data qui est de plus en plus, on va dire, ponctionnée, implémentée, etc., qui donne de plus en plus d'informations tant aux bailleurs qu'aux investisseurs, est-ce qu'il n'y a pas un moment où elle sera un peu partagée et qui permettra non plus simplement de mettre, par exemple, une mesure d'accompagnement, une franchise de loyer de 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais qui dira, on va non pas faire un write-off sur les engagements et les mesures commerciales d'accompagnement, mais plutôt de dire, on ne met pas de franchise de loyer. Par contre, s'il y a besoin, tout à l'heure on parlait de bail un peu inférieur à 3 ans, inférieur à 3 ans, on donne de la flexibilité et ci et ça. Et qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est une projection sur laquelle il faut commencer un peu à travailler et qui peut aller dans ce sens-là. Mais je me répète, moi, quand on a des Asiatiques qui viennent investir, quand on a de l'equity nord-américaine ou allemande, quand ils se positionnent sur un immeuble, ce n'est pas pour qu'on lui dise je suis désolé, mais il y a peut-être un risque que le loyer ne soit pas payé. Bien sûr, c'est clair. Ça ne marchera pas, ça. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que Benjamin demandait la parole pendant ton propos, et ensuite Magali et puis Pascal, bien sûr. Oui, j'avais effectivement une petite question. On vous entend dire de neutralité du marché, on vous entend dire immobilisme. Pardon. Hop. Voilà, je suis revenu. C'est évidemment une période difficile. Nous, on est des administrateurs de biens pour beaucoup d'entre nous, et nos clients nous posent la question tous les jours. Peu importe le prix, dites-moi à combien il faut mettre le loyer pour louer. Alors, cette question-là, pour nous, est très compliquée parce que quand on parle de professionnels de la commercialisation, ils nous répondent, ce n'est pas une question aujourd'hui de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les entreprises en face de nous pour remplir le nombre de mètres carrés que nous avons de vide. Alors, d'après votre expérience, quelle réponse devons-nous faire à nos clients? Parce qu'on a beau leur expliquer qu'il faut être patient, mais ils le sont pour certains donc ils trouvent le temps long. Et donc, effectivement, que dire? Alors, Nicolas, en 1 minute, ta réaction, ton conseil. Non, mais je laisserai plutôt, pour donner un chiffre exact, moi, là, comme ça, de manière spontanée, là où je serais amené à répondre, c'est un calcul, je suis très froid, c'est un calcul purement financier. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est de remplir tout de suite votre immeuble et d'avoir un cash flow en dessous du loyer de marché et puis d'assurer le remboursement d'une dette, etc., etc. Ou est-ce qu'on a capacité à passer le creux de la vague et puis finalement ne pas louer à 100 mais à 250 dans 18 mois ou dans 2 ans? Je pense que la réponse, elle dépend un petit peu du type de propriétaire. La nature de l'investisseur. Voilà, c'est ça. C'est quelle est la superficie, pas plus exactement pas la superficie du bien, mais quelle est l'assiette globale du patrimoine pour se permettre de tenir ou pas. A contrario, je vais vous dire, je vous donne un exemple, après je me tais, au moment où le loyer était en croissance comme ça, vous aviez les investisseurs qui attendaient, qui disaient non, je ne veux pas louer. On est à 600 aujourd'hui, demain on sera à 700. Non, je ne loue pas. Je garde mon immeuble vide parce que je vais gagner plus dans 1 an. On l'a vu, hein, on l'a vu. Je suis persuadé que Marie-Laure a eu des investisseurs qui disent c'est non, moi, alors qu'on a amené des belles offres. Et bien, à ce même titre, vous en avez certains qui disent je préfère garder. Maintenant, vous avez des pressions aussi de rémunération et d'honorer la dette, hein, de payer les frais FI, qui font que c'est quand même quelquefois mieux, ça dépend de l'investisseur, de louer. Merci beaucoup, Magali. Donc de baisser très fort. Merci beaucoup, Nicolas. On reviendra vers vous aussi, vers Marie-Laure. Magali, on va parler avec vous, et vous dirigez le département chez Majorel Immobilier. Un petit mot sur ce qu'est Majorel, sur le métier de cette entreprise. Elle est bien connue des spécialistes du tertiaire, mais on va quand même la présenter en 2 phrases. Et puis, votre regard sur l'évolution de la demande. On a déjà entendu beaucoup de choses.
Vous êtes là pour anticiper cette demande, pas seulement en qualité, en organisation, en aménagement, mais aussi sans doute en quantité. Vous voyez l'évolution. Voilà, donc votre diagnostic du point de vue de la spécialiste de l'aménagement, de l'ergonomie et de l'offre de bureau en un autre sens du terme. Très bien, merci beaucoup pour ces questions, Henri. Je vais essayer d'être concise. Peut-être donc effectivement 2 phrases de Majorel. Majorel est une agence d'architecture intérieure, conseil notamment sur les aménagements tertiaires pour les utilisateurs plutôt spécialisés dans les très grands projets et avec une conviction effectivement que l'aménagement est un des vecteurs de l'organisation de l'entreprise et accompagne le projet d'entreprise. Moi, je suis à la fois chef de projet et responsable du pôle immobilier. Alors, l'immobilier chez Majorel, ce n'est pas du tout de la transaction ni rien, c'est simplement que les clients du pôle immobilier sont les investisseurs et les promoteurs. Et à ce moment-là, on accompagne en fait les produits immobiliers pour éclairer ces produits avant qu'ils soient pris à bail, pour qu'ils répondent aux attentes des utilisateurs en amont au stade de la conception. Les évolutions, alors je vais reprendre ce qu'avait dit Marie-Laure et aussi Jérôme Mercier, me semble-t-il. On est vraiment aujourd'hui dans une accélération de ce qui était déjà latent depuis 3-4 ans de notre point de vue en matière d'aménagement des espaces de travail, l'ouverture des espaces, le partage des espaces, la requalification de ce que c'est le poste de travail par rapport à toutes ces autres postures de travail à l'intérieur d'un plateau de bureau. Tout ça, c'était déjà présent dans vraiment un très grand nombre de cultures d'entreprise depuis 4 ans, chez les consultants depuis bien avant les années 2000, mais vraiment tout type de société depuis 3-4 ans. Et je dirais que l'accélération, le Covid, la crise est venue accélérer le fait de vouloir capter les meilleurs, le fait de pouvoir effectivement garder ses talents, le fait d'apporter du confort dans les espaces de travail, d'accompagner les mutations de l'organisation du travail au cœur de l'entreprise, d'être à la hauteur aussi des mutations digitales qui sont aussi en forte accélération chaque année, on va dire davantage, sans vraiment pouvoir anticiper véritablement leurs effets. Je dirais la densification des aménagements aussi, parce que je dirais depuis 4 ans, personnellement, j'ai accompagné une quinzaine d'entreprises avec des relevés d'occupation d'espace. Et déjà, bien avant Covid, on assistait à 30-40% de la surface vide, avant même un déploiement de télétravail quelconque, puisque je dirais avant Covid, la moyenne de télétravail, sans que ce soit scientifique, c'était 15% de la population qui télétravaillait péniblement. J'avais en tête 14%. Voilà. Donc, je dirais, on avait déjà, avant mise en place de flex, je dirais, dans les aménagements et sur-relevé d'occupation d'espace, 30-40% de la facture immobilière inutile, vide, en tout cas vide, avec 15% d'une population en télétravail une journée. Bon, tu télétravailleries, voilà. Et donc, je dirais l'accélération, quand bien même on ne passe qu'à une journée et demie pour 100% d'une population sur des grands groupes à partir de 700, 800, 1500, 3000 personnes concernées, on a un effet de levier sur les impacts de surface vide qui sont aussi tout à fait néfastes pour une dynamique de groupe, en fait, indépendamment même du fait que les gens sont là. Quand ils sont là, si c'est un grand désert, il y a une démoralisation totale et une démobilisation, en fait, des énergies des équipes. Donc, je dirais ce constat-là, il amène effectivement une accélération de la dématérialisation, de l'agilité des équipes, des outils digitaux, de l'ouverture de l'espace et de la mutualisation des ressources. Voilà, donc sans aller tout de suite à la conclusion sur l'économie potentielle de surface, c'est plutôt une accélération et le fait d'exacerber des critères latents ou omniprésents, on va dire, que nous, on constate aujourd'hui. Voilà. Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, on est tenté, moi le premier, d'imaginer qu'aujourd'hui il y a une rupture liée aux graves difficultés économiques, liées à l'aspiration plus marquée au télétravail. En fait, ce mouvement, ça fait, Marie-Laure disait la même chose, quelques années qu'on le voit monter et simplement il y a une catalyse.
Oui, alors nous, ce mouvement, il est présent depuis les tout premiers bureaux dynamiques d'Andersen Consulting sur le Georges V et qui était très ciblé consulting. Hein. Et donc, bon, il y avait, je dirais, tout un pan de la population professionnelle qui ne se reconnaissait pas dans ces modes de travail, mais face au constat de la surface perdue, face de toute manière à la nécessité d'apporter de l'agilité aussi dans les modes de travail et surtout avec le déploiement des outils digitaux, parce qu'Andersen Consulting sur Georges V, il n'y avait même pas encore les téléphones portables, les ordinateurs portables hein, pour ceux qui étaient nés. Donc je dirais, c'est ce déploiement aussi des solutions digitales, plus le work-life balance, plus ces attentes hein, des nouvelles générations qui ont amené vraiment à davantage de mobilité, plus aussi l'absence de visibilité totale des organisations. Il y a 5-7 ans, on ne parlait plus de programme au démarrage des opérations. Avoir un listing pour qui serait présent sur le site à 1 an et demi de la programmation pour pouvoir concevoir l'aménagement. Il n'y a plus de programme aujourd'hui. Personne ne sait dire combien de personnes il y aura dans l'organisation et comment elle va être organisée. Et je dirais tout ça combiné fait que ces solutions dites agiles, agility-based working, flex, on donne le nom entre guillemets que l'on veut, sont des solutions qui viennent à la rencontre de cette problématique de désertification, de mobilité des personnes, de déploiement d'outils et d'absence de visibilité de l'organisation. Donc, ce n'est pas du tout récent. J'aurais même tendance à dire que les sociétés qui ont passé le cap avant la crise s'en sortent beaucoup mieux parce qu'elles avaient mis en place les outils digitaux, les modes de travail plus agiles, même si de façon exacerbée, ce qu'a dit Jérôme Mercier tout à l'heure, qui est le nouveau mode de management, la performance collective alors que tout le monde est à distance, c'est un vrai challenge. Ce sont les difficultés des entreprises aujourd'hui. En matière d'aménagement, les solutions, elles sont bien éprouvées. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro adaptation, mais il n'y a pas de bouleversement, en tout cas à date. L'histoire n'est pas finie, mais à date, on n'a pas de bouleversement sur les fondamentaux. Hein. Le propos que vous tenez, est-ce qu'il est déformé par la nature de vos clients? Je ne sais pas, vous avez parlé d'une quinzaine d'entreprises. Est-ce que ce sont des grandes enseignes? Elles sont peut-être plutôt celles-là qui ont recours à vous. Alors, vous parlez des promoteurs, mais vous allez vous retrouver face à vous avec des grands utilisateurs. Ou est-ce que vous avez un regard aussi sur les PME? Il y en a dans les grandes villes et alentours, il y en a dans les villes moyennes. Est-ce qu'elles ont le même degré de conscience de ces évolutions-là? Alors, je parlais de 15 entreprises pour une expérience de mes clients personnels. À l'échelle du Majorel, bien évidemment, c'est nettement supérieur. On est effectivement spécialisé dans les grandes organisations, y compris des grandes PME pour le coup. Mais c'est vrai que, voilà, on va dire que les plus petites sociétés qu'on a accompagnées, même si elles pouvaient être plus traditionnelles, entre guillemets, c'est 300-350 personnes. On n'accompagne pas les entreprises de 50 ou de 30, sauf si elles appartiennent à une organisation d'un groupe que l'on accompagne par ailleurs. Hein. Donc, je ne sais pas du tout exprimer ce qu'il en est. Ce qui est évident, c'est que ces démarches ont un effet de levier important. Faire du flex sur 15 personnes, indépendamment d'un effet de levier, j'entends, c'est beaucoup plus figé parce que le risque pour qu'il y ait 15 personnes présentes simultanément, il est beaucoup plus fort que quand on va commencer à parler de 500 personnes. Voilà. Donc, Magali, est-ce que une question un peu provocatrice, elle a été évoquée par chacun et dès le début par Jérôme. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'avec le télétravail, j'ai un peu le sentiment qu'on envoie le message aux collaborateurs et aux dirigeants que le travail au bureau, c'était une torture. Ça y est, on va pouvoir s'en exonérer. L'Éden est devant nous. Vous faites en sorte que les bureaux soient des lieux attachants, agréables. Vous avez parlé de confort de travail. Est-ce que le bureau, là, qui est devant nous immédiatement, on va l'aimer en quelque sorte? Est-ce qu'il va y avoir un lien beaucoup plus fort que celui qui préexistait, qui peut-être en effet conduisait à dire allez, on serait mieux ailleurs? Est-ce que ça doit être un lieu, j'ai l'impression que c'est en filigrane de tout ce qu'on entend, hein, un lieu qui va devoir gagner en attractivité et auquel on va s'attacher beaucoup plus, même si on y vit moins longtemps?
Vous êtes vraiment dans un cœur de sujet, Henri, qui est de notre point de vue crucial. C'est que oui, on a beaucoup moins de surface pour X raisons qu'on a évoquées, y compris les difficultés économiques notamment, mais il faut que les réalisations soient beaucoup plus qualitatives. Je dirais, alors c'est qualitatif dans un design avec des identités qui se réinventent pour rompre peut-être avec le code du bureau. C'est du confort au niveau qualité acoustique, qualité de lumière et bien évidemment exacerber la qualité de l'air au-delà des 36 mètres cubes heure, comment on assure le filtrage, etc. On va assister aussi à une forme de... on parle beaucoup de flexibilité, mais y compris dans la vie, une fois que je suis dans l'immeuble, notamment avec tout ce qui touche sur les nouveaux systèmes de restauration, les solutions digitales qui vont aller à la rencontre des systèmes de restauration pour être dans une liberté de mouvement, une liberté de service à la personne une fois dans l'immeuble. Et c'est vrai que c'est mètre carré versus qualité, notamment parce que effectivement, on va offrir au collaborateur une qualité qu'il ne pourra pas trouver chez lui. On parlait des trentenaires tout à l'heure, la qualité d'un appartement, notamment si on prend quand même une population sur Paris et région, qui sont 80% de notre cible chez Majorel. Les trentenaires n'ont pas nécessairement la qualité possible dans leur intérieur de travailler, y compris au niveau de la lumière, de l'acoustique et de la disponibilité. Donc, j'irais aller au bureau. Très important de le dire. Voilà, c'est aller chercher réellement la qualité, mais y compris, on en parlait tout à l'heure, la qualité dans les espaces d'interaction. C'est-à-dire que la qualité, ce n'est plus l'acoustique d'un cloisonnement dans un bureau ou dans une salle de réunion, ce qui est quand même à peu près le b.a.-ba, mais depuis un petit moment. C'est aussi la qualité et donc la multiplicité pour accompagner les moments de convivialité. Ce n'est pas que la cafette, c'est l'ensemble des moments d'interaction. Et là, on assiste aussi, avec ce besoin de qualité, à une très grande diversification de l'espace de travail. Le bench, le poste de travail devient un composant parmi 10, 15 autres en fait pour accompagner la journée de travail quand le collaborateur est sur place. Bon, écoutez, d'abord je vous remercie parce que votre propos est très, très riche, très clair et puis vous me facilitez le travail de lien avec Pascal Givon parce qu'on va parler de partage d'espace, de coworking et puis parce que j'ai envie de le dire, je ne donne pas l'origine de formation de tous ceux qui interviennent. J'aurais pu dire que Jérôme Mercier avait fait HEC, je respecte HEC, mais je respecte encore plus l'école Boulle et vous êtes diplômé de l'école Boulle. Voilà, j'avais envie de le dire. Pascal Givon, Pascal, pardon, il faut un dernier et puis les autres avaient bien des choses intéressantes à dire. Je suis sûr que tu partages mon avis. Tu as fait le choix de working et puis cette crise est arrivée. Et bon, je peux bien dire qu'on s'est parlé de manière très, très confiante, très complice lors du premier confinement. Tu réunissais tes collaborateurs, ceux qui t'entourent. Il y avait des inquiétudes chez toi et tu pouvais peut-être légitimement te demander si tu avais fait le bon choix au moment où cette crise arrivait. Et tu peux peut-être aujourd'hui, avec plus de recul et en écoutant nos débatteurs, te dire que tu as fait le bon choix et que bien des choses orientent vers ces espaces de coworking. Voilà, quel est ton regard aujourd'hui sur ce produit que tu proposes, son avenir? J'ai l'impression, en filigrane de beaucoup de propos, y compris Magali à l'instant, que le coworking a de l'avenir, mais est-ce que c'est avec les mêmes actifs? On a vu aussi des changements sur ces actifs-là. Marie-Laure en a parlé. Quelle évolution du modèle économique du coworking? Ton regard très, très libre. Alors, déjà, pour parler de coworking, je vais bien préciser que nous, notre activité coworking, ça recouvre plein de choses. Marie-Laure le disait tout à l'heure. Nous, on est d'un coworking hybride dans le sens où nous avons à peu près 80% de notre chiffre d'affaires vient du monde du bureau fermé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bureaux fermés au sein de nos espaces et pas que de l'open space complètement vient quand on veut, etc. D'ailleurs, on n'est pas régi par le code des ERP, on est bien un code du travail parce que nos clients sont des gens qui viennent régulièrement travailler chez nous. Des petites entreprises, des salariés en télétravail ou des grandes entreprises. C'est très vaste. En effet, quand on s'était eu pendant le confinement, on ne savait pas trop.
Habituellement, on a à peu près 200 personnes sur chacun de nos sites. On était passé à 2. C'était assez violent. Et puis, on est un peu comme l'hôtellerie. Il y a le chiffre d'affaires que tu n'as pas fait quand tu as loué ta chambre parce que le mois est passé et tu ne le rattrapes pas. Il n'y a pas de notion de rattrapage comme tout à l'heure on pouvait entendre dans l'investissement. Chez nous, la notion de rattrapage n'existe pas. Par contre, ça a permis de tester le modèle. Et notamment, on s'est rendu compte… Alors nous sommes aussi dans le monde du modèle flexible. Nous sommes dans l'ultra-flexibilité, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, il n'y a aucun frais de dossier, il n'y a pas de dépôt de garantie à verser et il n'y a même pas de préavis pour partir. C'est-à-dire que là, on a des clients qui ont su que le confinement allait arriver, donc ça a dû être annoncé le 29 octobre. Ils nous ont dit, bon, on ne sera pas là le 1er novembre. Et puis on leur a dit, pas de problème, vous ne nous payez pas le mois de novembre et vous ne nous devez rien et ça ne pose aucun souci. Donc on est dans l'ultra-flexibilité. Le côté investisseur peut être un peu paniqué, mais en fait, dans la réalité des faits, on a préféré ce mode-là plutôt que de dire on va bloquer nos clients avec des contrats. Ce qui s'est avéré que dans le monde du coworking, ceux qui étaient dans cette situation-là se sont retrouvés avec des impayés, parce que quand le client ne peut pas te payer, de toute façon, tu es un peu coincé. Nous, on a eu des départs, il y a eu à peu près 20% de départs à fin juin, on va dire, une fois que les gens, entre ceux qui ont eu des grosses difficultés financières, etc. Mais à l'inverse, le mois de septembre de cette année a été notre plus gros mois d'entrée de bureaux. On n'avait jamais vu autant de gens arriver et nous prendre des bureaux au mois de septembre. Donc, oui, je suis plutôt content. Le marché est plutôt porteur. Et à l'inverse de ce que j'entendais tout à l'heure sur les baux locatifs, on va signer, nous, pas loin de 10 000 mètres carrés de bureaux dans le mois qui vient sur différentes surfaces. Et on a à peu près 16 000 en cours de négociation pour prendre d'autres espaces. Donc, on est plutôt, je vais revenir par rapport au premier intervenant, on fait partie aussi de ceux qui, pendant la crise, décident d'investir et de s'installer fortement. Pourquoi, le mois de septembre, les gens sont venus plus fortement? Le besoin de flexibilité, la facture unique, ça c'est très clair. Mais par rapport à ce qui vient juste d'être dit à l'instant, c'est aussi ça, c'est-à-dire que le bureau, l'espace de travail, le meuble bureau n'est vraiment qu'un tout petit élément composant la vie dans un espace de coworking. C'est-à-dire que les gens vont aussi venir pour participer à toute l'animation qui peut être mise en place dans le relationnel, dans la mise en relation, dans le vécu que peuvent avoir. Prenez une PME qui a une comptable, on a des entreprises avec 10-15 personnes, une seule comptable. Au lieu de se retrouver perdue toute seule dans son bureau, en tant que comptable, parce qu'à côté d'elle, ça va être des développeurs dans la robotique, par exemple, et bien là, cette comptable va pouvoir échanger avec d'autres comptables qui sont dans le bureau juste à côté. Et puis, quand ils vont prendre un autre moment, et pas seulement la machine à café, ça peut être le cours de sport, ça peut être différentes choses, et bien cette personne va pouvoir vivre un autre moment et n'avoir plus l'impression d'être dans une boîte toute seule à subir toutes les problématiques de comptable et que les autres ne peuvent pas l'aider. Ben non, elle va se trouver du soutien avec les personnes qui sont juste à côté. Et donc, on va revenir aussi au fait que toutes ces entreprises qui ont des collaborateurs, entre guillemets, uniques, ils vont les protéger du fait qu'on va les mettre en communauté. Je me souviens d'une coworkeuse qui était venue, qui était une graphiste dans une agence immobilière. L'agence immobilière, le siège était chez nous. Ils avaient une graphiste qui vivait avec les deux dirigeants, la comptable, etc., qui disait « Mais moi, je m'éteins, ma créativité est en train de disparaître. » Et quand elle était arrivée chez nous, elle s'est rendue compte qu'elle allait travailler avec une boîte de com à côté et le fait d'échanger avec eux, ça allait redonner de la créativité. Donc, on redonne de l'envie aux salariés et c'est principalement ça que les gens viennent chercher dans nos espaces de coworking. C'est pas, le bureau n'est vraiment qu'un composant, le meuble bureau n'est qu'un composant de ce qu'on leur offre. En fait, c'est une communauté aussi qui viennent chercher. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça? Oui, alors, je me méfie avec le terme communauté parce que certains espaces de coworking sont réellement communautaires, etc. Nous avons une communauté forte avec des gens qui travaillent ensemble ou des gens qui veulent échanger ensemble. Et c'est ça qui nous sert pour fidéliser nos clients plutôt que la relation contractuelle. C'est-à-dire que souvent, les gens viennent chez nous pour faire une économie au démarrage parce que globalement,
on arrive à faire économiser à peu près 30% d'un coût d'un poste immobilier. Si tu prends évidemment la même surface au même endroit, hein, si tu compares la première couronne par rapport à du Paris-Centre, ça ne va pas. Mais si tu compares deux locaux identiques, on fait à peu près économiser 30%. Les gens, souvent, c'est le premier élément pour lequel ils viennent chez nous, mais souvent, ils restent pour tout le reste. D'accord. Deux questions. Est-ce que les localisations évoluent? Tu disais que tu étais en cours d'investissement. Hein, voilà, tu es un entrepreneur, comme le définissait Jérôme, opportuniste. C'est le moment aussi d'avancer. Où sont vos localisations aujourd'hui? Où seront-elles demain? Est-ce qu'on est sur du premier choix, voilà, du QCA dans les villes? Est-ce qu'on est ailleurs? Où est le coworking idéal dans les mois qui viennent? Alors, je ne vais surtout pas avoir la prétention de dire du coworking idéal. En tout cas, ta stratégie. Moi, dans mon cas, j'ai besoin d'être installé auprès de là où les gens vivent et non pas systématiquement dans les centres d'affaires. Quand je m'installe dans les centres dans les QCA, 60% de ma clientèle, je ne vais pas la faire venir. Ça va être les locataires à côté qui vont se servir de nos espaces pour agrandir leurs besoins, pour installer une équipe en quelque temps, etc. Ce n'est pas du tout la même clientèle. En revanche, quand je m'installe dans un centre-ville, par exemple à Marseille, on s'est installé Marseille est un bon exemple, j'ai ouvert le 4 mars. Ce n'était pas une super date, mais je l'ai su. On s'est installé sur le Vieux-Port. Il n'y a pas de bureau sur le Vieux-Port. Quand on cherchait des bureaux, tous les brokers nous emmenaient sur les docks. Tout le monde s'installe sur les docks. Personne ne s'installe sur le Vieux-Port. Nous, on a voulu s'installer sur le Vieux-Port. 4 mars, on a ouvert. Le 11 mars, si je me souviens bien, on ferme. Et on rouvre mi-mai. Arrive là-dessus le mois de juillet-août, qui ne sont quand même pas les meilleurs mois. Il faut quand même savoir que dans le 14 mars, pour être précis. Le 14 mars, voilà. Le 14 mars ou le 11 mars, parce que j'ai des restaurants par ailleurs et eux ont fermé un tout petit peu plus tôt. Donc, c'est pour ça. On réouvre au mois de mai. Les gens hésitent à se positionner en juillet-août, bien évidemment. Mais à la date du jour, j'ai un taux de remplissage qui est supérieur à mes projections d'avant Covid. D'accord ? Très intéressant. Très intéressant. Alors, ce qui a été perdu est perdu, hein, ça c'est clair. Mais en revanche, le remplissage se fait mieux. Et je m'installe plutôt dans des zones d'habitation de manière à reprendre la population. Les gens qui viennent chez nous, ce sont des services de proximité. On ne vient pas dans un coworking s'il est à 30 minutes de là où tu habites. En revanche, on s'installe aujourd'hui, on en ouvre 4 en banlieue parisienne au premier trimestre. On les ouvre plutôt dans des zones tertiaires. Mais là, 60-70% de la clientèle avec laquelle on est déjà en train de discuter, ce sont des gens qui viennent d'immeubles, voire du même immeuble dans lequel on s'installe, ou d'immeubles, mais à proximité immédiate. Une dernière question avant que je retourne vers Marie-Laure pour une question qu'on me souffle et qui est en effet du plus grand intérêt. Tu renégocies tes prix à la baisse comme utilisateur sur les baux que tu avais signés précédemment, eu égard à la situation économique, à la situation de ton entreprise. Est-ce que tu renégocies ou pas aujourd'hui? Alors, on a payé tous nos propriétaires. Ça, c'est important. C'est la première des choses parce que je trouve qu'il y a un respect du contrat signé qui est indispensable, donc, et qui est la base d'une relation. Et il y a 2 choses importantes dans le coworking. Quand on s'installe, même si je signe un 9 ans ferme ou un 12 ans ferme, en fait, je suis plutôt parti pour 25 ans. Parce que si je déplace mon coworking, ne serait-ce que de 300 mètres, je vais perdre une partie de ma clientèle. Donc, on en ouvre un autre. Donc, si jamais j'ai besoin d'en ouvrir un autre parce que j'ai plus assez de place. Mais on ne le déplace pas. Donc, moi, je suis capable de m'engager sur du long terme. En revanche, ce que l'on a fait, c'est qu'on est, comme j'ai entendu tout à l'heure, oui, on a prolongé des baux en contrepartie de franchise. Et je vais vous donner la chose la plus surprenante. Les seuls avec qui nous n'avons pas pu négocier, avec lesquels nous n'avons pas pu échanger, ce sont les propriétaires publics. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Pascal. Marie-Laure, si vous êtes encore avec nous, ce que je souhaite, c'est le cas? Je suis là.
Ouais, parfait, très bien. Ça touche à sa fin, je vous rassure, mais c'est tellement riche, on a débordé. La question de la vacance des bureaux, on en a parlé avec vous, le marché a changé, elle peut en induire une autre. Est-ce que des bureaux auraient vocation à se transformer en logement? Alors, on sort du sujet, hein, on est peut-être plutôt déjà sur la politique du logement, on entend ça. Est-ce que ça a du sens? On le disait tout à l'heure, l'offre et la demande jouent sur l'ensemble du marché immobilier, qu'on parle de bureaux, de résidentiels. Aujourd'hui, on va sans doute avoir un petit peu trop de bureaux et pas tout à fait assez de résidentiels. Donc oui, ça a proprement du sens. Tout est une question de localisation aussi. Quand on parle justement de cette transformation, on ne va pas le faire sur des immeubles aujourd'hui de grande hauteur situés sur la dalle de la Défense. Ça n'a aucun sens et même au niveau économique, ça n'a aucun sens non plus. Lorsqu'on travaille justement sur une transformation de gros actifs de bureaux en résidentiel, on se rend compte que ça vaut quasiment le même prix que raser l'immeuble et reconstruire du résidentiel. Donc ça, c'est le premier élément. Au-delà de l'élément financier, il y a une commercialité sur ces bureaux. Qu'est-ce qu'on en fait? À qui on la vend? Ça vaut quelque chose? Donc, au niveau économique, l'équilibre est compliqué. On a vu deux grosses opérations en fait, de transformation d'immeubles de grande taille à Massy, à Noisy-le-Grand, en espace de co-living. C'est une autre réponse. Oui. On a toujours les mêmes problèmes techniques, hein, je vous rassure, mais par contre, c'est peut-être un petit peu plus innovant. C'est peut-être justement, on l'évoquait tout à l'heure un petit peu, ce manque aujourd'hui de synergie, d'humanité, de faire habiter les gens les uns avec les autres, peut-être une des solutions. Donc voilà, mais on a quelques freins réglementaires, quelques freins juridiques, quelques freins financiers, d'investissement. Enfin bon, il y a pas mal d'obstacles à lever. La deuxième hypothèse, ce n'est pas forcément du logement, mais de la logistique urbaine. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, donc après, on est reparti pour 3 heures de débat, donc je vais m'arrêter là. Mais l'idée peut être aussi justement de réfléchir à un usage différent, à une mixité des immeubles. En France, on n'a pas beaucoup d'immeubles mixtes finalement par rapport à beaucoup de pays dans le monde. Donc, c'est peut-être une mixité des usages. On le voit déjà dans les immeubles de bureaux, d'avoir justement cette flexibilité dont Pascal vient de parler et des bureaux classiques. Je pense que c'est la bonne solution, comme justement des immeubles qui devraient vivre de façon différente, mais l'équation est un peu plus complexe que cela. Merci beaucoup. Nicolas demande la parole et puis ensuite je conclurai parce que… Oui, je voulais juste rajouter ce que vient de dire Marie-Laure. Je suis entièrement d'accord. Je rajouterais juste qu'il y a certains acteurs immobiliers sont extrêmement friands en ce moment de certaines, effectivement, d'opérations actuellement de bureaux, mais qui n'ont plus beaucoup de sens économique de par leur localisation qui n'est pas suffisamment établie. Hein. Il y a énormément d'appétence là-dessus en ce moment, premier point. Deuxième point, qui est plutôt là, par contre, un frein, c'est qu'il faut voir aussi dans quelle mesure les collectivités locales, les maires, les mairies, sont d'accord ou pas pour changer leur PLU. Hein. Ou même si le PLU permettrait de faire du résidentiel, qu'est-ce que ça vous amène quoi au niveau de la taxe globale professionnelle? Là, vous perdez de l'argent. C'est clair. Ça, c'est un sujet. C'est clair. Merci beaucoup. À ma place d'animateur et de co-organisateur, je voudrais marquer ma gratitude à chacun des orateurs, y compris Jérôme qui est plus avec nous, mais je le lui dirai. Je trouve que vous avez respecté le cahier des charges. C'est un lieu de liberté de débat, d'anticipation. Vous avez pris des risques parce que on l'a dit, cette crise est inédite, on manque de visibilité, mais vous nous avez donné des repères, des guides, vous en avez donné aux investisseurs, aux utilisateurs, à vos confrères professionnels qui étaient nombreux. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Émilie, par exemple, et puis ensuite, on aura aussi un mot de Benjamin à sa suite et on se quittera, mais pas longtemps, pour une semaine. Vous saurez très vite la semaine prochaine quel thème nous réunira. Merci Henri, merci à tous, vraiment chaleureusement parce que c'est des sujets qu'on débat évidemment entre confrères depuis le premier confinement et je suis très heureuse qu'on ait pu avoir ce débat ouvert, complet sur tous les sujets du tertiaire, voilà, la construction d'aménagement jusqu'au coworking et à l'administration, location et transaction. Pour nous, c'était important que ce débat il reflète toutes les inquiétudes, les questions et les constats qu'on faisait chacun dans nos cabinets et sociétés différentes. Et voilà, j'espère que ça a éclairé tous les participants de ce soir, comme c'était le cas pour moi, pour nous.
Et voilà, il va falloir qu'on en refasse un régulièrement parce que le marché va être bien sûr en évolution perpétuelle ces prochains mois. Merci beaucoup, Benjamin. Un petit mot de courtoisie aussi. Merci. Merci évidemment à tous les intervenants. C'était extrêmement intéressant. On l'aura compris, cette crise accélère la mutation de nos marchés. Le bureau n'échappe pas à ce phénomène. Ce que je retiendrai en tout cas de cette conférence, c'est qu'on va devoir faire preuve de patience. Patience parce que cette crise, je l'espère, sera la moins longue possible, mais risque de un peu durer. François-Emmanuel, le vrai mot de la fin. Oui, autant la crise charrie des drames, bien évidemment, humains qui sont les plus tristes. En revanche, nous vivons une période assez formidable parce qu'en fait, on a des changements sociétaux qui sont considérables et on a l'impression d'être vraiment des acteurs de celui-ci. Et je suis assez enthousiaste finalement sur la réactivité, l'écoute qu'on peut avoir les uns avec les autres. Socialement, je trouve que c'est quand même aussi un moment assez charnière. Voilà, donc je voulais remercier chacun des intervenants ce soir pour nous avoir fait permettre de toucher du doigt toute cette nouvelle perception des choses et ces nouveaux comportements. Merci encore. Merci beaucoup. Et puis, vous avez pu voir une fois encore que, même si leur modestie doit en souffrir, on avait les meilleurs. On avait de très grands experts avec nous. Je tiens à le dire. Vous retrouvez d'ailleurs leur parcours sur notre... Vous verrez que nous ne faisons parler que des personnes de très grande expérience et de très grande expertise. C'était vraiment le cas aujourd'hui. Merci encore. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, merci.